Bonjour à tous et bienvenue à la 60e édition du Bombcast. Aujourd'hui nous parlerons de 5 films encore en salle avec American Bluff, le dernier film de David O. Russell, Mea Culpa de Fred Cavaillé, de La Belle et la Bête, du Retour des Trois Frères et de Robocop de José Padilla. Dans la seconde partie de l'émission nous reviendrons sur la carrière de Ringo Lam à l'occasion de la sortie en Blu-ray de Twin Dragons. Avec nous aujourd'hui on a Jet Tricado. Salut. Scalp. Salut. Alegas. Salut. Killbush. Salut. Et moi-même Logan. Mais on commence comme d'habitude par les sorties Blu-ray et DVD de la semaine avec la sortie en Blu-ray des Trois Frères et du Paris qui ressortent en HD chez Pathé Vidéo à l'occasion du retour des Inconnus. Et c'est Jess qui va nous en parler. Bah ouais, donc les deux premières, comédies, pas les deux premières, puisqu'ils avaient déjà sorti un film avant les Trois Frères, parce que je considère à mon sens comme les deux meilleures comédies des Inconnus, surtout les Trois Frères, qui à mon sens ma comédie française favorite, le film qui me fait le plus rire chaque fois que je le vois, et le Paris aussi qui est un petit peu moins bon que les Trois Frères, mais qui part d'une bonne idée. Au niveau des Blu-ray, bon, ils se sont pas trop cassés la tête, on a remis des copies en HD, quoique le Paris il était déjà sorti il y a quelques mois déjà dans une petite édition cartonnée un peu pourrie dans les magasins Carrefour. Par contre c'est vrai que les Trois Frères là c'est une sortie intéressante parce que le DVD était épuisé depuis un bon moment déjà. Donc c'est intéressant, et plus le disque est pas cher du tout, je crois sur Amazon on peut l'avoir pour une dizaine d'euros à peine. Par contre ce qui est un peu décevant, et là franchement c'est je pense compréhensible, c'est que y a pas de bonus. On se dit voilà, les Trois Frères ça fait presque 20 ans que le film est sorti, on serait tenté au vu de la sortie justement du nouveau film Les Trois Frères que les trois acolytes reviennent un peu sur le film en question, qu'ils expliquent un peu la genèse du projet. Là malheureusement on a que le film, rien d'autre. Pareil pour le Paris, alors que je pense que c'est intéressant de connaître un peu leur point de vue sur le film 20 ans plus tard, et en même temps voilà comment ils ont eu l'idée d'écrire les deux films, parce que c'est quand même à mon sens vraiment des films à la mécanique, à quelques détails près, mais à la mécanique vachement huilée quoi. Moi j'ai toujours trouvé que les Inconnus avaient un sens de l'humour très fin, très millimétré, où il y avait pas c'était pas improvisé, il y avait pas de hasard dans leur comédie. Et donc voilà, là-dessus c'est un petit peu décevant. Après voilà, les films, les copies en elles-mêmes, elles sont tout à fait correctes. Les films voilà, ils sont toujours aussi marrants, toujours aussi réjouissants, surtout quand on voit les comédies à 2 balles qu'on se tape aujourd'hui. Il y a encore 15 ans, t'avais encore des gars qui pouvaient faire des trucs pas trop débiles, parce que là en l'occurrence le Paris ça parle d'un sujet quand même assez courant, c'est l'addiction à la cigarette et surtout l'envie d'arrêter quoi. Et donc il part de cette idée là et il part vraiment sur ce canevas là pour aller dans des situations de plus en plus débiles, mais en apportant toujours une touche de drame qui seront un peu leur marque de fabrique dans toute leur réalisation. Même si voilà, comme je l'ai dit, le Paris est un peu plus faible parce que déjà voilà, il n'y a pas Légitimus. Et je trouve que les trois sont vraiment, à mon sens, vraiment nickel. Les trois acteurs, Campan Bourdon aussi. Enfin voilà, dans leur comédie, ça finit souvent sur une note un peu plus dramatique, qui va dire, qui essaye d'apaiser un peu les choses, qui essaye de montrer que les Inconnus c'est pas que des humoristes, qui réfléchissent vraiment sur le format cinéma, qui sont pas juste dans une transposition entre guillemets filmique de leur spectacle ou de leur sketch, même si de temps à autre ils ont recycler certaines de leurs idées. Et donc ouais, pour moi les Trois Frères et le Paris c'est vraiment deux excellentes comédies, enfin à mon sens le must de ce qui s'est fait en comédie française après les films du Splendide notamment. Ouais, autant je suis d'accord sur les Trois Frères, autant le Paris, moi je l'ai revu dernièrement du coup pour la sortie du Blu-ray, je suis un peu déçu. Autant la première heure ça va, mais je trouve que ça se casse vachement la gueule sur la dernière partie, ça va complètement vers autre chose. Moi à partir des scènes là dans la cure d'amaigrissement, franchement j'ai trouvé ça hors sujet. Je sais pas, j'ai trouvé que ça déviait vers un espèce d'humour un peu gras, un peu trop américain, alors qu'au début c'est... Non mais c'est vrai, non mais c'est l'humour un peu pauvre quoi, tu vois les gros qui sont là, je sais pas, il y a un truc qui me... Enfin en même temps on parlait de gros et d'humour gras, voilà. Ce qui est bien c'est que aujourd'hui il ressemble au personnage dans le Paris quand il a les prothèses quoi.
Peut-être Non, pas mais le gars le on plus voit gros. on voit qu'il essaie de gagner du temps, quoi. Je sais pas, il y a un truc hors sujet, puis après ça revient dans le bon sentiment. Enfin, je sais pas, ça me. Bah, tu Non, sais, c'est les vrai que trois frères la fin, c'est un peu pareil, hein. elle est plutôt décevante, la fin, pour le coup. Les ça trois me- frères, pareil, hein. Moi, je trouve qu'il y a C'est un pareil, le trois essoufflement, frères. Non, mais les à trois partir frères, du moment non. où il y a le gamin, je trouve, Ah que non! ça part, Quand Justement. ils partent en road trip, la deuxième partie, quand ils font les Roumains et tout, Ah quand ils non. trouvent après la nana et tout, et puis qu'ils vont au millionnaire, enfin, moi en je fait, trouve que moi, jusqu'à la deuxième scène du partie, c'est huissier, je trouve que les trois frères, il est vraiment génial, mais après, bah, jusqu'à la grande scène du repas, là, où ils sont complètement défoncés, là où tu rigoles, même quand tu l'as vu 10 fois, ça te fait toujours rire, parce qu'ils le font, même si c'est complètement abusé, c'est bien, moi, ça me fait rigoler. Après, c'est vrai que la deuxième partie, là, quand je l'ai revu, il est passé pendant les fêtes, je crois, je me suis quand même fait chier, enfin, là, je me suis dit, ça a mal vieilli. La deuxième partie, quand ils partent faire leur petit tour et tout, ils arrêtent dans un bar, c'est un petit peu chiant, ils le déguisent en petite fille et tout, enfin, je sais pas, c'est pas, Non, moi, j'ai c'est bien pas, aimé parce qu'il y a un aspect quand même, justement, un aspect sketch, mais qui rentre quand même dans le cadre d'un film où tout est lié. Moi, ce que j'ai bien aimé, quoi, c'est qu'au final, ça enchaîne les situations, quoi. Ça essaye pas de t'introduire une situation comique pendant 10 minutes. C'est pas du comique de course, quoi. C'est pas un comique où, qui t'introduisent pendant 10 minutes pour t'amener à une finalité. Là, c'est vraiment comme je dis, c'est un format sketch où tout s'enchaîne. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus et on passe maintenant à Robocop qui ressort dans un nouveau transfert 4K à l'occasion de la ressortie donc du remake dans une édition Steelbook qui est blindée de bonus en tout genre. Mais c'est qui bouge qui a pu nous en parler? Alors, la nouvelle édition de Robocop. Bah déjà, enfin, parce qu'on avait eu un Blu-ray pitoyable. T'avais réussi à faire un Blu-ray qui était pire que le DVD si vous le mettiez sur un bon lecteur qui upscale les DVD. Le DVD était plus beau, donc c'était quand même une horreur. Et là, enfin, on a un nouveau master. Là, il est vraiment super propre. J'ai juste eu peur au tout début parce que le film commence par un faux spot TV et là, l'image est toute crade, mais en fait, c'est voulu. Donc après, tout le reste du film est vraiment, pour le coup, là, magnifique. Il a retrouvé vraiment sa couleur originelle. Et en plus, c'est gavé de bonus. Alors, ils ont repris tous les bonus existants sur le DVD, plus un nouveau, en fait, c'est un genre de masterclass avec toute l'équipe qui s'est réunie là récemment, je sais plus exactement dans quel cinéma, mais donc qui répondent à un tas de questions pendant 3/4 d'heure. Et c'est assez passionnant, parce qu'il y a vraiment toute l'équipe, Verhoeven, les scénaristes, spécialistes des effets spéciaux qui parlent du film en le revoyant un peu avec du recul et c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi un petit livret qui est plutôt sympa. Bon, il doit faire 10 pages, hein, donc vous apprendrez pas grand-chose sur le film si vous le connaissez par cœur, mais bon, c'est écrit par Mark Toulek, qui doit être un Ah ancien putain, novice, c'est si pas je dis écrit par de conneries. Allegas. Non, c'est pas écrit par Allegas. Mais en même temps, vu qu'il aime pas le film, c'est pas trop grave. Mais sinon, bah voilà quoi, le film, bon bah après les avis sont divergents. Pour moi c'est toujours un chef-d'œuvre. Je l'ai encore revu, encore différemment, parce que puisque ce Robocop c'est quand même un film qui a plusieurs couches malgré ce qu'on peut en entendre chez les détracteurs. ouais, enfin, il y a avis divergent, il y a que moi, là, il y a que moi. Ah bah, J'aime pas. Logan n'aime pas non plus. Logan, il Non, l'a pas vu. j'aime Logan bien, l'a pas moi, revu. Ah, t'aimes Logan bien l'a pas Robocop? revu. Logan Ah, l'a j'aime pas bien, revu. genre je suis à 6 ou 7 quoi. Ah bah ça va quand même. Revois le Logan, s'il te plaît. Mais là, le truc qui m'a frappé, c'est vraiment le côté un peu visionnaire de Détroit, parce que Détroit aujourd'hui ressemble peu ou prou à ce qu'on voit dans Robocop. C'est triste, mais c'est vrai que c'est un peu le ghetto maintenant, Détroit. Donc depuis que la désindustrialisation s'est faite, là il y a un côté qui est assez visionnaire finalement dans le film, alors que ça pouvait paraître kitsch si on le voyait il y a 10 ans. Bah là aujourd'hui du coup ça prend une autre résonance et ça m'a bien plu. Et puis le film est toujours aussi violent, aussi brutal, aussi rentre dans l'art et en même temps avec une sous-couche politique très intéressante. Enfin, c'est un film sur les années Reagan et qui est vraiment plus que le simple film de science-fiction avec un mec qui est déguisé en robot. C'est pas que ça, malgré son titre et la manière dont il a toujours été vendu, c'est un film politique engagé, Robocop, comme tous les films ricains de Verhoeven. T'as écouté le commentaire audio qu'il bouge? Ah non, par contre, j'ai pas eu le temps de il fallait, franchement, il est génial. Bon, Verhoeven, il parle pas des masses dedans, c'est surtout le scénariste Ed Meyer qui dissèque un peu tous les petits détails qu'il a mis dans son scénario. Et des fois, voilà, t'as Verhoeven qui balance quelques anecdotes assez marrantes, genre par exemple Clarence Bodicker, le look avec les lunettes. Et en fait, on a appris que, enfin, Verhoeven dit qu'il s'est inspiré du SS Heinrich Himmler pour Clarence Bodicker, quoi. C'est vraiment un C'est peu pour ça que Scap il aime bien alors.
Ça m'étonne Ah, pas. mais, et même bah, Edmund attends, Mayer, c'est dans quand il a écrit le film, vu qu'il a travaillé encore plus tard avec Verhoeven, il explique qu'en fait Verhoeven il est complètement obsédé par justement par la Seconde Guerre mondiale et les différents généraux nazis. Donc dans tous ses films, t'as toujours une référence ou deux aux nazis. Bon. Ouais. Ok, bah on va continuer donc avec une sortie Wildside qui sort dans sa collection DVD Les Introuvables, deux films avec Warren Beatty. On a tout d'abord Lilith de Robert Hossein et Mickey One d'Arthur Penn, et c'est moi qui vais vous en parler. On va donc commencer par Lilith de Robert Hossein, qui est donc surtout connu pour dans sa filmographie pour Les Fous du Roi ou pour L'Arnaqueur, mais qui a au final quand même une petite filmographie d'une petite dizaine de films. Moi je le retiens surtout pour ses œuvres donc en tant que scénariste, puisqu'il a œuvré sur pas mal de films noirs, donc sur les Fantastiques années 20 ou encore L'Emprise du crime et L'Ange des Ténèbres, qui sont deux films de Lewis Milestone qui sont très recommandables. Donc Lilith, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Warren Beatty qui revient de la guerre et qui doit trouver donc un travail, et ça mènera donc à travailler dans un institut psychiatrique où il fera la connaissance de Jean Sandberg, une patiente des lieux qui va entraîner donc dans la folie. Le film est pas terrible, je trouve. C'est un film qui est très très dans la mouvance des films psychiatriques de l'époque, qui était un genre assez à la mode. Le gros problème, ça vient donc des personnages qui sont des gros archétypes du genre, quoi. Sans aller plus loin, on a la blonde désirable qui est un peu fofolle, le beau gosse soldat traumatisé qui revient de la guerre, qui a encore son traumatisme et qui va se faire manipuler avec plaisir par la belle blonde. T'as l'espèce d'intellectuel romantique qui souffre de sa folie et de l'amour qui lui est pas rendu. Donc bon, bref, ça va. Je trouve que ça va pas très loin quand même dans la psychologie des personnages, et c'est bien dommage. Surtout qu'il y a aucun point de vue, que ce soit au niveau de la réalisation ou du scénario. Par exemple, dans Show Corridor de Fuller ou dans l'été dernier de Mankiewicz, il y avait quand même un postulat un petit peu horrifique, voire fantastique. Tu voyais que c'était un petit peu enfin, je sais pas, il y avait un côté un peu enfer qui était montré de ces lieux, qui était pas, et là, il y a pas ça, quoi. C'est, limite, ça va un peu trop dans le mélodrame, un peu psychologique sur la fin. Je peux pas dire que ça m'est transporté. En plus, c'est super long pour ce que ça raconte. Ça dure, presque 1h50, donc bon, c'est un peu ennuyeux au bout d'un moment. À noter quand même que c'est le premier rôle de Gene Hackman qui apparaît peut-être 5 minutes dans le film, mais c'est assez intéressant puisqu'il retravaillera donc avec Warren Beatty sur Bonnie and Clyde. Et d'ailleurs, c'est plutôt marrant de voir deux grandes figures qui ont lancé le nouvel Hollywood travailler ensemble, puisqu'on retrouve également dans le film Peter Fonda, qui pour mémoire avait fait Easy Rider avec Dennis Hooper. Voilà, donc voilà, c'est pas un film que je recommande des masses. Et le deuxième film, c'est Mickey One de Arthur Penn, qui avait donc réalisé pour mémoire aussi la Poursuite infernale, qui est un petit bijou, qui avait aussi réalisé Bonnie and Clyde et Little Big Man, pour citer que les plus connus. Cette fois-ci, on suit toujours donc Warren Beatty, qui est ici une petite frappe qui doit de l'argent à la mafia et qui va donc s'échapper pour tenter de commencer une nouvelle vie ailleurs. C'est un film qui est clairement inspiré par la nouvelle vague française. Ça veut dire qu'on a une espèce d'ambiance jazzy. Enfin, la BO, c'est on dirait la BO d'À bout de souffle par certains moments. Il y a aussi un petit peu la même liberté de ton, les personnages à la cool, qui est pas sans rappeler Belmondo par moment. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas terrible, quoi. Il y a même par certains moments, on dirait presque un peu du Kafka qui aurait rencontré un peu la nouvelle vague, parce qu'il y a le film a un espèce de côté non-sens qui va assez loin. Ça veut dire que ça prend un espèce de postulat de film noir à la base, mais ça va, enfin le ton change complètement. Par moment, t'as des gens, je sais pas, t'as une scène pendant 2 minutes, tu vois des gens qui sont, enfin des trentaines de personnes qui sont en train de faire du trampoline devant New York. Donc t'es là, tu fais ok, je vois pas trop ça veut foutre là. Et il y a plein de petites scènes comme ça. On voit que ça essaye de se démarquer du genre. On voit que ça essaye d'aller autre part, mais le problème c'est que ça fonctionne jamais, quoi. Déjà, le gros problème du film, c'est son intrigue. On sait jamais où ça va, on sait jamais ce que ça raconte. Ça essaye juste de varier les ambiances, de faire un truc atmosphérique, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Les personnages, il y a rien qui fonctionne. Enfin, je sais pas, c'est vraiment pas terrible, quoi, comme film. Après, ça a une grosse réputation, enfin une grosse réputation, pas une grosse réputation, mais ça a une petite réputation quand même dans la filmo d'Arthur Penn comme un bon petit film à redécouvrir. Bah, franchement, moi, j'ai pas trouvé que c'était le cas. Après, le gros point fort, je trouve que c'est Warren Beatty qui est dans ce film, qui est pas un acteur que j'apprécie beaucoup à la base, mais c'est clairement sa meilleure prestation de ce que j'ai pu voir de sa filmo, parce qu'ici on est loin quand même de ses rôles psychologiques et noirs. Il joue un rôle un peu plus léger, un peu plus décontracté. On voit pas qu'il se moque du personnage, mais qu'il est là un petit peu plus à la cool, et je trouve que ça lui va mieux que ses rôles où il est
par exemple, comme dans l'Edit, où il est complètement habité, que tu vois qu'il y a des problèmes psychologiques, qui joue le beau gosse ténébreux. Enfin, moi, ça fonctionne pas du tout, ce côté-là, chez moi. Enfin, chez lui, je trouve. Voilà, là, c'est un peu mieux. À noter quand même que c'est 2 exclusivités européennes, puisque aucun des 2 films n'est sorti à ce jour en Europe. Il y en avait qu'un, je crois, qui était disponible à la demande aux US. Donc bon, on peut saluer quand même l'initiative de Wildside d'aller découvrir et soutenir ce genre de film. Et en plus, les copies sont d'excellente qualité. Par contre, au niveau des bonus, pour une fois, c'est assez light, je trouve. On a seulement un entretien assez court avec Peter Bliskin, qui est un journaliste qui a beaucoup œuvré, notamment dans les écrits sur le nouvel Hollywood ou le cinéma indépendant, et il y a déjà il y a 2-3 de ses livres qui sont sortis en France sur le sujet. Le problème, c'est que voilà, c'est un entretien de 10 minutes, donc ça va pas très loin, ça approfondit rien. Même c'est dommage parce que t'as Jean-Baptiste Toré qui fait la couverture du DVD, il écrit 10 lignes sur le film et au final il fait rien, quoi. Il y a même pas de livret, il y a rien du tout, alors que Toré c'est le mec quand même qui est passionné par le nouvel Hollywood et par cette période du cinéma années 60, années 70. Je pense qu'il y avait moyen de le faire intervenir dans les bonus ou autres, et là au final il y a pas grand chose, quoi. Donc c'est un peu décevant. Donc voilà, j'étais assez méchant, je trouve que les films sont assez ratés, mais bon, ça réservé aux complétistes, curieux, aux collectionneurs, car bon, c'est pas des films indispensables, mais si on est curieux de Warren Beatty ou du cinéma de cette période, je pense qu'on peut peut-être y trouver son compte. Mais bon, moi pour ma part, j'ai pas accroché tant que ça. Donc voilà, on va finir là-dessus et on va rester avec une autre figure du cinéma du nouvel Hollywood, puisqu'on poursuit avec Dennis Hopper et son film Catch Fire, ou en français Backtrack, qui est également connu sur le titre, une cible, je crois, et qui sort chez Metropolitan Video. C'est Jack qui s'y colle. Backtrack, donc c'est le titre donc original. Effectivement, en France, ça a été exploité sous le titre Une trop belle cible, mais sous la forme d'un téléfilm. En réalité, c'est un film qui a quand même eu le droit à une sortie salle. Faire vite, c'est un polar qui, dans la filmo de Dennis Hopper, a une très mauvaise réputation. Donc moi, j'ai vu pratiquement tous les films en tant que réalisateur de Dennis Hopper, mais celui-là, je l'avais toujours un peu laissé de côté parce que tout le monde s'accordait à dire que le film était mauvais. Et là, il y a quelques jours, j'ai donc appris via Forgotten Silver qu'un DVD était sorti chez Metropolitan et qui proposait un montage inédit, une director's cut de environ une vingtaine de minutes supplémentaires, et qui est donc le montage voulu, validé par Dennis Hopper, et qui en dehors de la diffusion sur le câble américain au début des années 90 et une petite sortie VHS aux States, que personne n'a pu voir en fait ce montage. Donc là, pour la première fois, on a la possibilité de voir la version de Dennis Hopper. Et donc j'ai découvert le film comme ça. Donc d'abord j'ai vu la version Director's Cut et ensuite le montage cinéma pour voir les différences. Donc en fait, Backtrack, c'est à la base un projet commercial, c'est donc un polar. Et Dennis Hopper, il vient juste de sortir de Colors et il décide donc à la fois de faire un polar comme il l'a fait donc avec Colors, et en même temps de mélanger ses obsessions personnelles, notamment son amour de l'art, parce que c'est un grand collectionneur d'art. Et il décide aussi dans son casting d'inviter pratiquement tous ses potes, t'as Joe Pesci, Vincent Price en parrain, il y a encore Charlie Sheen qui fait un petit caméo, Bob Dylan, pareillement, il y a vraiment un super casting. Et donc le film, il est un peu bizarre. Moi, comme j'ai dit, j'ai vu le montage Director's Cut, c'est-à-dire que le film commence au début comme un polar, et plus le film avance, et plus il commence à adopter un peu une structure à la David Lynch. J'avais l'impression par moments de voir des réminiscences de Blue Velvet, déjà rien que dans le personnage joué par Dennis Hopper. Il a un petit côté vraiment malsain, dérangé, limite psychotique dans son comportement. Donc pendant la première heure, voilà, le film a un rythme un peu bizarre. Les lieux choisis sont assez particuliers, sont très ça ressemble justement pas du tout à un polar de cette époque-là. Et quand il commence à croiser le chemin de Jodie Foster, donc la nana qu'il est censé tuer, le film prend un peu une tournure à la Bonnie and Clyde qui, à mon sens, casse, on va dire, le charme de la première heure. Et après, on a vraiment Dennis Hopper qui va s'amuser à sauver des chèvres dans la forêt, Dennis Hopper qui va couper du bois, et là ça devient mais chiantissime, quoi. C'est vraiment et en plus Jodie Foster en femme fatale, mon dieu,
Ça c'est le truc. Je me suis dit allez, à la limite ça pourrait passer, et en fait non, pas du tout quoi. Elle est pas du tout dans le rôle. Au début elle se plaint que Dennis Hopper la viole, et 5 minutes après elle a limite envie de l'épouser. Tu te dis voilà, au niveau de la cohérence du script, je suis d'accord que le film en lui-même est assez surréaliste, mais là j'ai envie de dire c'est un petit peu too much au niveau de l'écriture, et ça sent quoi. On sent que le récit il a pas du tout été bien géré, que Hopper il a pas réussi à juguler à la fois ses propres envies et en même temps le scénario pour lequel on l'a, enfin le film pour lequel on l'a engagé quoi, parce qu'à la base les producteurs ils s'attendaient tout sauf à un truc à la David Lynch, ils s'attendaient à un vrai polar, et donc c'est un film vraiment décousu. Donc la première heure est super intéressante, la deuxième heure limite lourdingue, et le climax c'est carrément foiré quoi. C'est genre t'as l'impression de voir un film de Takashi Miike quoi. T'as l'impression que tu t'es limite trompé de film. Et donc voilà, je me suis dit c'est vrai que le directeur Scott est un peu maladroit, mais j'ai pas trouvé le film mauvais pour autant. Mais c'est un film vraiment décevant qui à mon sens vaut pas les autres films de Dennis Hopper. Et ensuite donc j'ai vu le montage cinéma pour vérifier un peu l'ampleur du massacre, et effectivement le montage cinéma c'est vraiment mais de la boucherie intégrale, c'est-à-dire qu'ils ont coupé des lignes de dialogue ici et là, qui coupaient tout le côté ambigu du personnage de Dennis Hopper, c'est-à-dire qu'il passe du personnage de psychopathe complètement ambigu à simple homme de main qui doit juste tuer Jodie Foster. Voilà, il y a plus aucune scène montrant sa vie privée, ses délires un peu, notamment quand il est chez lui avec son saxophone et qui pète les plombs, il joue du saxophone un peu de manière bizarre, un peu comme dans Lost Highway quand on voit Bill Pullman qui joue du saxophone de manière vraiment bizarre quoi, ça ressemble pas à de la musique. Et Dennis Hopper en fait il fait le même truc. D'ailleurs je soupçonne un peu David Lynch d'avoir un petit peu repris dans Backtrack de cette idée-là. Ça a l'air trop chiant ton truc là. C'est vraiment dans quand il raconte. Ouais, non mais c'est pas, voilà, c'est un film, faut vraiment aimer Dennis Hopper, faut vraiment s'intéresser au personnage pour vraiment apprécier le truc. Je le conseillerais jamais à des gars ceux qui ont adoré Colors, faut pas vous attendre à un polar de la même trempe, ça n'a absolument rien à voir. Si je devais le comparer à un autre film, ce serait à Garson, le film qu'il a tourné en 1980, qui était aussi un peu un film comme ça, qui partait dans plusieurs directions différentes, qui avait un fil conducteur assez maigre, mais dans lequel la forme était assez libre. Et là c'est exactement la même chose, sauf que dans Garson le film à mon sens était plus intéressant. Là c'est un peu plus bordélique, et donc le montage cinéma c'est vraiment une catastrophe quoi. C'est une boucherie intégrale. C'est pas même le score musical ils l'ont complètement changé. On avait un score un peu atmosphérique à base de clavier qui était vachement flippant, et là ils ont mis un score de limite de film d'action quoi. T'as l'impression de voir Speed ou un truc comme ça, une musique qui a absolument rien à voir avec le contenu du film. Et donc après il y a encore pas mal de petits bonus dans le DVD, notamment une interview de la monteuse qui explique en fait que Dennis Hopper il bosse pas du tout comme un autre réalisateur, que le gars dans son montage original il dure 3 heures, et en fait elle a dû le faire chier pour qu'il revoie un peu son montage à la baisse, parce que le gars il était tellement obsédé par ses lieux de tournage qu'il pouvait passer 20 minutes avec sa caméra en train de filmer ses personnages en train de se balader dans le désert, et exactement dans le directeur. C'est comme tous ces films, ça, je suis tenté de dire. Ouais, enfin. Easy Rider, déjà, quand c'est que oui, Easy Rider, je suis d'accord. Oui, Easy Rider. Par contre, The Last Movie, je l'ai toujours pas vu, mais ces autres films, c'est pas ça. Hein. Il y a que vraiment que dans ces derniers films, il y a que Backtrack où il y a ce côté-là. Le mec, il se filme dans sa cabane, il se filme dans le désert en train de sauver une chèvre. Tu te dis, putain quoi. Et donc là voilà, la monteuse a dit le gars, c'est pas un réalisateur normal quoi. Et effectivement, il était pas adapté pour ce genre de film quoi. Et donc voilà, c'est une sortie intéressante pour ceux qui sont curieux pour Dennis Hopper, mais autrement c'est pas non plus le polar du siècle. Après petit avantage, le DVD coûte pas cher, ça coûte 10€, donc au pire si vous voulez quand même découvrir la version de Hopper, ça vaut franchement le coup. Et on continue donc avec Crane Freeman qui sort enfin en Blu-ray dans une édition Steelbook chez Metropolitan, et c'est Kid Bush qui va nous en parler.
Alors, Crying Freeman, l'édition apparemment controversée, puisque apparemment il y a un débat sur la qualité du Blu-ray, sur le master, qui est donc a priori une exclue, je crois même mondiale, si je dis pas de conneries. Enfin, il est sorti dans aucun pays celui-là. Nulle part. La copie, alors effectivement pour ceux qui s'attendent à du top démo, faut acheter Pacific Rim. Hein. Voilà, c'est pas le même genre de film. C'est pas pour ce genre de film que t'achètes un Blu-ray, mais en même temps, le film, la copie est superbe, quoi. Enfin, ça respecte vraiment, à mon avis, les volontés de Gans. Il y a du grain. On sent que c'est un film qui a 20 ans, mais la copie est super propre. Il y a qu'à voir certaines scènes. Je pense notamment à la scène qui se passe dans une espèce de cantine chinoise, là où le mec il arrive, il bute tout le monde. Il y a des super effets de lumière et tout. Eh ben, en Blu-ray, on sent tout de suite la différence. Je peux vous dire que moi j'ai le DVD, c'est le jour et la nuit. Hein. Si on passe de l'un à l'autre, il y a vraiment un très gros gain. Donc à ce niveau-là, il y a aucun souci à se faire. Et les bonus, alors une interview de presque 1 heure de Christophe Gans, donc assez intéressante. Bon, après ça fait un petit peu copinage parce qu'il est interviewé par Léonard Haddad qui fait donc partie d'HK Vidéo, boîte que Gans a lancée. Ils étaient même ensemble avant sur le magazine HK Cinéma, donc voilà. Mais bon, ça n'empêche pas que l'interview est très intéressante. Il y a aussi une interview de Marc Dacascos. Alors pour le coup, qui est un mec qui est vachement intéressant. Moi, j'avais jamais vu aucune interview de Marc Dacascos. Et bah pour le coup, il est plutôt, il a une certaine lucidité sur le film et tout. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, moi que je savais même pas, c'est qu'il déplore complètement que le film est totalement inconnu aux États-Unis, ce qui est quand même assez hallucinant, parce que le film, il a quand même une stature de film international de par son sujet et ses références. Et ça m'étonne que le film soit pas plus connu là-bas, parce qu'en plus, c'est un truc qui marcherait sûrement sur le sol américain, puisque ça ressemble quand même beaucoup au cinéma HK des années 90, donc c'est un gros hommage à The Killer. C'est quand même pas aussi bien. Par moments, ça en tente la virtuosité. C'est assez non, pour un premier film, un film français, franchement, total respect, moi, toujours pour Gans, pour tout ce qu'il a fait déjà aussi pour le cinéma asiatique en France, mais surtout grâce à ce film. C'est vrai qu'à cette époque-là, il a essayé quand même quelque chose. Il y a aucun cinéaste français qui nous a fait un truc comme ça, et il faut quand même le défendre pour ça, même si le film a un petit peu vieilli sur certains points, mais notamment dans le il y a le jeu des acteurs et tout. C'est le meilleur film de Gans sous la main, c'est le meilleur film alors là, par contre, qui a été fait. On est d'accord, je suis d'accord, c'est le meilleur film de Gans. Le meilleur film français qui a été fait. Non, pas le meilleur film français qui a été fait, non. Ah ouais, là, faut peut-être pas déconner. Mais par contre, c'est vachement bien. Non, mais il y a des petits trucs là quand tu le revois, tu vois, genre le perso de Checky Cario et tout, il y a des petits trucs, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un super film. C'est un super film, visuellement ça envoie. C'est très bien que c'est Taxi le meilleur film français. Non mais c'est vrai que après avec 20 ans l'année prochaine, le film a quand même bien vieilli. Franchement, à part 2-3 petits trucs qui passent peut-être un peu moins le coup des années parce qu'on est peut-être habitué à des polars un petit peu plus écrits, j'ai envie de dire, mais quand même ça reste un putain de bon film, surtout pour un film qui vient de chez nous. Polar un peu plus écrit. Oui, quand même. Non mais attends, c'est un film d'action, c'est pas un polar déjà à la base. Oui, il y a un mélange des deux avec les il y a le différents gangs et tout. Voilà, le côté Yakuza et tout, c'est ça que je veux dire. C'est pas que un film d'action, Crying Freeman. Il y a des bonnes scènes d'action, mais tout le milieu du film c'est quand même consacré essentiellement aux guerres entre les clans et ça approfondit les personnages. Sur ce point-là, le film est vachement bien. Par contre, ça il y a pas de problème. Je parle plutôt du récit en soi. La manière dont tout ça se interagit entre les clans et tout, c'est pas forcément hyper écrit, quoi. Tu sais pas trop pourquoi ils s'en prennent les uns aux autres. C'est pas aussi clairement défini que dans les meilleurs Polar HK. Ne serait-ce qu'au niveau filmique, c'est son film le plus maîtrisé à mon goût. Ok. Bon, on va passer maintenant à un film sorti en 2013 qu'on n'avait pas encore évoqué à l'époque. C'est Lettre à Momo qui sort en Blu-ray chez Arte Vidéo et c'est Allégas qui va nous en parler. Ouais, donc Lettre à Momo, alors un film que moi aussi j'avais raté de toute façon en 2013, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en avait pas parlé, mais qui du coup sort en Blu-ray chez les éditions Arte et en plus ça pas cher, enfin 15 € du coup sur Amazon. Et franchement c'est vraiment très très bien. Alors c'est le second long métrage de Hiroyuki Ukura, qui est un gars en fait qui avait fait avant juste un seul film qui est quand même assez connu, qui est Jinro, qui est sorti fin des années 90 et qui avait plus rien fait depuis. Et là il revient un truc qui est singulièrement différent, déjà que ce soit au niveau
de l'histoire, des ambitions ou quoi que ce soit, mais aussi au niveau visuel, c'est que, on se demande vraiment si c'est le même réal. Donc alors, je peux pas m'empêcher de comparer le film avec le dernier Miyazaki, dans le sens où visuellement c'est quand même tout autre chose. Là où je critiquais justement le dernier Miyazaki d'être quand même assez paresseux sur la technique en termes de mise en scène ou quoi que ce soit, là l'être à Momo sans pour autant que ça cherche la fulgurance visuelle. Enfin, ça se tient beaucoup mieux. Enfin, il y a vraiment, c'est juste sublime au niveau du dessin et tout, quand tu sais que chaque truc a été dessiné à la main. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. À ce niveau-là, je trouve le film, enfin, c'est clairement l'anime japonais le plus, vraiment le qui claque le plus que j'ai pu voir ces dernières années. Enfin, ça va bien au-delà des films de Ghibli ou des films d'Osoda. Donc alors, en gros, le pitch, c'est là aussi où je peux pas m'empêcher de comparer le film avec l'œuvre de Miyazaki, c'est que ça ressemble vachement à Mon voisin Totoro au niveau du script, à la différence près que au lieu d'avoir deux gamines, on a une adolescente. Donc en gros, c'est une adolescente qui est encore sous le choc de la mort de son père, et pour cause, c'est que en fait elle s'était disputée avec lui juste avant qu'il meure, et elle a découvert une lettre qui est écrite de sa main, où il y a juste écrit Cher Momo. Donc du coup voilà, Momo c'est la gamine, et en gros elle vit avec ça sur le cœur, quoi. Elle sent que son père a voulu lui dire un truc, mais qu'il n'a pas réussi à finir, et que du coup elle saura jamais ce que c'était. Et du coup sa mère l'amène vivre à la campagne, dans sa belle famille qu'elle a jamais connue, où du coup voilà, là à ce niveau-là c'est assez classique, c'est la gamine de la ville qui arrive pas à s'intégrer ou quoi que ce soit. Mais là où le film gagne vraiment tous ses points, c'est quand il entre dans le fantastique, donc à savoir qu'en gros la gamine va se rendre compte que la maison dans laquelle elle vit, en quelque sorte hantée par trois esprits en fait. Enfin là pour le coup c'est vraiment du folklore japonais, trois esprits un peu liés à la nature, et qui sont là, là je vais pas spoiler, mais en gros qui sont là pour une raison bien précise, et du coup ça va lancer vraiment tout un récit initiatique. Donc enfin j'ai pas spécialement grand chose à dire sur le film, si ce n'est que c'est vraiment très très bien, quoi. C'est un film que je conseillerais un peu à n'importe qui, même voilà aux gens qui sont pas forcément qui aiment pas forcément les animés japonais. Là je trouve ça vraiment super accessible. Et puis enfin voilà, quoi, c'est vraiment c'est très très bien, que ce soit formellement, niveau réal, niveau visuel, ça assure, et au niveau écriture, alors même si on peut reprocher peut-être un certain classicisme et une symbolique un peu forcée par moment, ça reste quand même très très bien, quoi. Voilà, c'est vraiment, je conseille. Ok, bon, on va finir ces sorties Blu-ray DVD donc avec Twin Dragons de Ringo Lam et Tsuark, avec deux Jackie Chan pour le prix d'un, et qui d'autre que Jet pour nous en parler. Bah ouais, donc HK Vidéo continue d'écouler tranquillement son catalogue de vieilleries asiatiques, donc notamment les Jackie Chan. Ils avaient sorti les deux Armor of God, et ils ont sorti également les deux Polystory. Bon, jusque là c'était pas spécialement intéressant, parce que HK Vidéo, disons que à cause des revers financiers qu'ils ont eu, ils se limitent vraiment au strict minimum. Ils reprennent les masters là où ils peuvent, essentiellement à Hong Kong, et malheureusement Hong Kong c'est loin d'être le paradis de la HD, et donc c'est avec une certaine appréhension que j'ai pris finalement ce Blu-ray de Twin Dragons, et ma grande surprise, c'est quand même un bon Blu-ray, quoi. Techniquement, bon, c'est pas de la grande HD, ils ont vraiment eu recours beaucoup au lissage numérique, donc ce qui fait qu'il y a des pâtés qui sont pas très jolis, qui sont assez flagrants même sur un petit écran, mais il y a quand même une belle image, une belle netteté. Les couleurs sont bien vives, donc le film franchement est vraiment agréable à regarder, d'autant que voilà, Tsuark il a l'habitude de bien lécher ses films. Donc ça vaut vraiment le coup. Après, concernant les bonus, c'est vraiment pas génial, quoi. Ils ont pris une petite interview de Jackie Chan qui dure 3 minutes, super. Et en plus, c'est une interview promo qu'il a fait à l'époque de la sortie américaine du film. Donc c'est une journaliste, en plus au téléphone.
donc c'est même pas une interview face à face, et elle lui pose vraiment une question un peu inepte sur le film, et donc Jackie Chan y répond, et on n'apprend absolument rien sur le film, absolument rien sur la genèse du projet, alors que je pense qu'il y avait quand même quelque chose à dire, parce qu'on sait que Twin Dragon c'est un projet à la base monté pour le Nouvel An chinois. C'est vrai que à Hong Kong le Nouvel An chinois c'est la période commerciale, c'est la période où tous les grands noms du cinéma de Hong Kong font les projets les plus commerciaux, parce qu'ils savent que c'est vraiment là que les gens vont se déplacer en masse au cinéma. Et donc là c'est l'association quand même saugrenue de trois fortes personnalités, c'est-à-dire Jackie Chan qui était à l'époque la grande vedette du cinéma d'action, Tsui Hark qui était le grand producteur du cinéma de Hong Kong, et là le plus étonnant c'est Ringo Lam. Ringo Lam, on se demande un peu ce qu'il vient foutre là-dedans, parce que c'est pas du tout un gars adepte des comédies à la Jackie Chan, et c'est pas le genre de gars qui accepte les projets à tort et à travers. Faut quand même un peu remettre le film dans le contexte. Il faut savoir que Ringo Lam il s'est tapé plusieurs revers avant Twin Dragon, c'est donc il lui fallait un petit projet pour le remettre en selle. Et là, en l'occurrence, c'est son pote Tsui Hark qui lui a demandé de participer au film, et donc ils se sont partagé les tâches. Et au milieu, t'as Jackie Chan qui, pour une fois, il a su un peu rester à sa place, parce que d'habitude, Jackie Chan, c'est le genre de gars qui aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et là, Tsui Hark, il a vraiment réussi dans pas mal de scènes à imposer son style de mise en scène très découpé, avec des cadrages un petit peu foufou. Et de l'autre côté, Ringo Lam, qui au cours, on va dire, de 2 ou 3 séquences vraiment assez courtes, il arrive à imposer son style de mise en scène très sec, très violent. Notamment, il y a une scène d'évasion dans un bus où là ça part en fusillade urbaine. On a l'impression de revoir City on Fire, quoi. Et aussi également une course en bateau qui rappelle ce qu'il avait fait dans Guerre de l'ombre. Et donc c'est un film, voilà, un petit peu schizophrène. Il est vraiment très hétérogène en termes d'esthétique. Ça peut aller vraiment de la folie à un truc vraiment très très sec, très froid. Pour autant, moi je trouve que c'est vraiment un bon film. Il y a vraiment de chouettes combats, même s'il y en a pas beaucoup. Le côté un peu vaudeville avec les deux jumeaux qui se croisent, qui font des chasses croisées, qui s'échangent leurs copines. Bon, voilà, ça, aujourd'hui, le gars qui connaît pas bien le cinéma de Hong Kong, ça va le faire un peu sourire, il va dire que c'est un peu du cinéma de débile. Mais bon, voilà, moi je revois ce film-là toujours avec une nostalgie sans fin, parce que voilà, c'était vraiment pour moi la bonne époque de Jackie Chan. Quand à chaque fois qu'il y avait un Jackie Chan qui sortait, on savait que on allait avoir quelque chose de bien, et en l'occurrence, c'est un petit projet, voilà, qui pète pas plus haut que son cul, et en plus, le casting, il y a que des caméos, il y a plein de réalisateurs qui viennent faire coucou à la caméra pendant 2 secondes. On voit Tsui Hark, on voit, enfin bref, toutes les 2 minutes, il y a un caméo improbable. Même le méchant du film, c'est Kirk Wong, donc c'est vraiment un casting all-star. Ouais, Twin Dragon, franchement, c'est vraiment super sympa. Bon, c'est pas bien sûr un must pour qui voudrait connaître bien Ringo Lam ou Tsui Hark, mais c'est vraiment, voilà, si vous aimez les trucs qui tâtent bien, les petites comédies hongkongaises qui mangent pas de pain, ben voilà, Twin Dragon, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, on s'arrête avec ça donc pour les sorties Blu-ray et DVD de la semaine. On va donc passer aux sorties cinéma, et on va commencer avec La Belle et la Bête. C'est Aligas qui va nous en parler. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. Je pourrais combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince, mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Que sais-tu de moi? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé. Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. Ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor et t'effaces ma dette. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Donc La Belle et la Bête, le nouveau film de Christophe Gans. Alors un film qui était quand même plutôt attendu, pas en tant que, enfin pas le projet lui-même, mais enfin voilà le
nouveau film de Christophe Gans, c'était clairement quelque chose qui était attendu par pas mal de monde depuis des années. Déjà parce que Gans c'est clairement un des meilleurs réals qu'on ait en France, mais aussi parce que c'est un gars qui a tendance à multiplier des projets tous plus ambitieux les uns que les autres. Donc là, entre The Dark Agnès, 20 milieux sous les mers, son reboot de Phantom ou son truc, enfin, ou Rahan ou Bob Moran, enfin voilà, c'est vraiment un gars qui, un peu comme Del Toro d'ailleurs, qui a vraiment plein de projets, mais finalement qui arrive jamais à les faire parce que c'est trop ovni quoi. Enfin c'est des trucs qui peuvent pas sortir en l'état actuel. Enfin c'est des trucs trop risqués pour les studios et forcément voilà quoi. Ça coince à ce niveau-là. Donc du coup Gans. Après, enfin, alors que Fantomas était prêt à se faire et que finalement ça a été annulé par Thomas Langman, apparemment à cause d'une mésentente entre producteur et réalisateur, Gans finalement se repart sur l'idée de La Belle et la Bête qu'apparemment il avait en tête depuis quelques années. Il avait mis un peu en arrière parce que c'était pas forcément le projet sur lequel il voulait se lancer en premier. Et vu que Pathé lui a proposé un financement, en gros il a dû accepter de le faire. Enfin voilà, le gars avait pas fait quand même de film en France depuis le Pacte des Loups et il était peut-être un peu temps qu'il s'y remette. Donc du coup voilà, on peut quand même être un peu déçu que ça soit clairement pas un de ces projets les plus alléchants qui sortent enfin au cinéma. Mais mine de rien, voilà, ça reste quand même un film de Christophe Gans et forcément, enfin même si c'est un peu imparfait, il y a forcément plein de qualités dans un film de Gans. Plein de qualités. Oui, j'y viens. Commence pas. J'y viens. Donc alors, La Belle et la Bête, dès l'annonce, de toute façon, tout le monde disait que c'était une idée pourrie. Après, Gans s'est défendu en disant que il voulait pas du tout faire un remake du Disney, ni même un remake du Cocteau. C'est un gars qui aime apparemment énormément le Cocteau, vu comment il en parle. Hein. C'est un gars qui a une profonde admiration pour ce film, mais il veut pas du tout en faire un remake. C'est vraiment, le film est une réadaptation. C'est que là, en gros, La Belle et la Bête de Gans, ça ressemble en rien au film de Cocteau, ça ressemble en rien au film de Disney, ça ressemble en rien à n'importe quelle adaptation de La Belle et la Bête qui a été faite, quel que soit le format. Et pour cause, apparemment, alors j'ai pas lu les écrits originaux, mais apparemment ça se rapprocherait justement de ces écrits-là au niveau de l'histoire, du passé de la bête, enfin pas mal de choses finalement qui sont pas spécialement expliquées dans les autres adaptations. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a un film qui est quand même très branché fantasy. Alors Gans dit qu'il s'est inspiré à la fois du Cocteau, mais aussi il cite comme source principale Miyazaki. Alors c'est un truc qui se voit par moment, mais c'est pas spécialement non plus quelque chose d'omniprésent à l'écran. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un film qui a vraiment une vraie identité visuelle. Alors moi, c'est un film qui m'a surpris parce que je m'attendais à ce que ça soit ridicule en fait. Franchement, les bandes annonces, la façon dont le film est vendu, c'est pas spécialement envie. Il y a quelques trucs bien, mais voilà. Enfin, globalement, j'avais un peu peur de ce film. Et au final, Gans, il m'a vraiment surpris dans le sens où il fait de la fantaisie, mais qui est pas ridicule, en tout cas visuellement. Oh là là. Non, visuellement, non, tu peux pas dire que c'est ridicule. Non. Tu veux qu'on parle des chiens, là? Super. Tout de suite. Tu parles d'un truc, ça dure 1 minute dans le film. Il y a 1 minute. Et c'est pas ridicule, c'est inutile. On est d'accord, mais c'est pas ridicule. Tu rigoles pas. Non, mais tu rigoles pas devant ça. C'est pas, enfin voilà, c'est pas un truc que tu pourrais voir dans un nanar ou quoi que ce soit. Enfin, justement, c'est un truc qui est là, qui est. Enfin, je suis d'accord. Enfin, je sais ce que tu vas dire de toute façon. Enfin, on est d'accord. C'est des trucs qui sont inutiles. C'est des trucs qui sont là juste pour faire tout mignon, qui sont là pour faire plaisir aux gamins et tout. On est d'accord. C'est un truc. Ça dénote complètement avec le reste. Mais là où Gans est vraiment impressionnant, c'est que c'est quand il se donne à fond en fait dès qu'il veut, dès qu'on sent qu'il y a un truc qui lui plaît en fait. Et il y a des scènes. Alors le film est imparfait, ça on est d'accord. Hein, il y a des trucs qui marchent pas. Moi par exemple le jeu d'acteur j'ai un peu du mal. C'est pas que le casting soit spécialement mauvais, mais c'est juste que tu sens vraiment qu'il y a personne de super concerné quoi. Et il y a des mecs par exemple comme Eduardo Noriega qui arrivent quand même à des putains d'acteurs. Vu que tu parles du casting, tu vas en parler du casting. Déjà, Noriega, c'est quoi? C'est une idée à la con de le prendre. Il est doublé dans le film. Il est doublé, ouais. Alors ça, parce que moi, il m'a fallu, franchement, il m'a fallu 20 minutes pour me dire, mais c'est Noriega parce que au début, il parlait dans un français impeccable. C'est pas possible que Noriega parle comme ça, puisqu'il a pas cette voix. Et après, je me suis dit, mais si, c'est bien Noriega, il est doublé. C'est stupide au possible, quoi. En plus, le personnage est à chier. Disons que c'est pour lui faire jouer ça, putain.
Pourquoi prendre Non, mais à la rigueur Mais non, mais c'est surtout pourquoi prendre un acteur étranger si c'est pour le redoubler en français derrière. Oui, non, mais c'est ça, t'aurais pris un acteur français, c'était la même. Il y a Richard Sammel aussi, l'allemand, dans la taverne. Il est doublé, lui aussi. Non, je suis pas sûr, lui, par contre. Ah, il avait zéro accent. Il a quand même un accent assez prononcé. Ah si, il a un accent, là, un peu. Si. Non, t'as pas trop fait gaffe. Il parle un peu comme dans Inglourious Basterds, quand il parle en français. Enfin, quand tu le vois en VF, il avait ça. Il y a pire, hein, Vincent Cassel, il est nul en bête. Enfin, après, faut dire c'est un de ceux qui s'en sortent le mieux, quoi. Moi, ce qui me choque un peu plus, c'est Léa Seydoux, par exemple. Non, mais alors, c'est là où je sens quand même bien la posture. Le film, il est produit comme par hasard par le grand-père Seydoux, donc, c'est son frère, surtout, qui gère hasard. Le souci de Léa Seydoux, c'est que, quand tu t'appelles belle et que t'es pas belle, après, c'est subjectif, ça, quand même. Alors, ouais, c'est subjectif, mais quand t'es d'accord que pour jouer belle, il faut quand même quelqu'un qui soit une beauté naturelle. Moi, c'est pas mon type de femme, Léa Seydoux. Après, elle est pas... je veux pas dire qu'elle est vilaine, mais voilà, quoi. On va pas dire qu'elle est pas d'une beauté qui nous saute aux yeux tout de suite. On va peut-être pas attaquer. Mon perso, non, moi je l'attaquerai pas sur ce plan-là, le film. Par contre, il y a plein d'autres choses à dire, hein, franchement, de négatifs. Non, mais attends, parce que là, je reviens sur Cassel. Vas-y. Non, mais vous le trouvez bon, Cassel? Parce que quand il fait du Cassel, quand il est pas en bête, je veux bien. Mais alors, quand il fait la bête, il fait du catastrophique. C'est un truc, c'est, Et les scènes où genre il s'énerve en bête, mais ça fait peur, quoi. Déjà, la bête, elle ressemble à rien. On dirait un gros chat, vaguement. Tu sais même pas si c'est du CGI, s'ils ont collé une perruque sur la tête. Enfin, c'est moche. C'est en CGI. En performance capture. C'est du personnage. D'ailleurs, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'est le premier personnage dans un film français qui est fait en personnage capture. Enfin, en performance capture. C'est un mélange, quoi. Il y a que la tête qui est en performance capture. Donc voilà, c'est pour dire que c'est de la merde, ce truc. Performance capture. Parce que là, ça ressemble à rien, quoi. Et vraiment. C'est pas le procédé, là. Le rendu, c'est autre chose. Les mecs qui font les CGI, c'est pas le haut de gamme, hein. Il y a 35 millions d'euros, le film. Bon, c'est beaucoup pour la France, mais comparé à un blockbuster ricain, c'est que dalle. Quand ton film, il s'appelle La Belle et la Bête et que les personnages, ils ont 3 scènes en commun. Et qui sont censés, alors voilà. Alors là, je vais du coup enchaîner, sur, moi, c'est un des problèmes du film. C'est, la relation entre La Belle et la Bête. C'est un peu censé être le pivot central du film. C'est un peu le titre. Mais ouais, voilà, c'est le truc quand même. C'est La Belle et la Bête, quoi. Ça fonctionne pas, le récit fonctionne pas. Et alors le truc, c'est que le récit, il te raconte bien quelque chose, mais alors putain, la relation entre La Belle et la Bête, c'est en l'espace de 15 minutes, ça y est, Belle elle passe du dégoût total. Enfin, c'est un truc qui me choque. Enfin, surtout que moi, du coup, j'ai revu le Cocteau quelques jours avant pour être prêt quand même, pour pouvoir faire un peu la comparaison. Mais c'est infiniment mieux géré dans le Cocteau, même dans le Disney, c'est beaucoup mieux géré. Et là, je sais pas trop quoi dire, quoi. En fait, c'est raté, c'est tout. T'y crois vraiment pas quand, à partir du moment où le personnage de Léa Seydoux va vouloir se sacrifier pour la bête, enfin va vouloir faire des trucs pour défendre la bête. Tu piges pas du tout, parce que 5 minutes avant, elle était là à dire je vous aimerai jamais, vous êtes la dernière chose que j'épouserai ou quoi que ce soit. Enfin, c'est du Christophe Gans, ça, parce qu'il a voulu faire des sous-intrigues à côté, genre il y a des frères avec des méchants pirates. Alors attends, c'est terrible. Ça c'est des trucs, par contre, c'est des trucs qui sont dans les récits originaux, c'est même un truc qui est dans le film. Mais qui sont, en effet, ça intéressait pas du tout Cocteau, en fait. Enfin, c'est limite, on les oubliait totalement. Et ça, c'est clairement un des défauts de Gantz, c'est qu'ils y mettent trop d'importance. Pourquoi mettre 3 frères alors que un seul suffirait? Les deux sœurs, à la limite, ça peut être support comique, mais à la limite. Les deux sœurs, elles existent dans le roman, parce que les deux sœurs. Elles sont dans le Cocteau. Elles sont même dans l'original. Dans le Cocteau, c'est pareil, elles sont utilisées. Elles sont insupportables aussi, sauf que là, t'as l'autre. Là, t'as Lamy. Merde, voilà, Lamy. Audrey Lamy, son métier, c'est actrice ou pas? Il paraît. Putain, c'est chaud, hein, toutes ces scènes. Pour faire des séries sur M6, ça va, quoi, mais bon, là. Non, mais là, c'est insupportable. Encore, non, mais elle joue pas bien. L'autre, on sait même pas qui c'est, la deuxième actrice, la pire. C'est pas mieux non plus. Non, mais elle fait pire que Audrey Lamy, c'est un truc de fou. Le problème, c'est ça, quoi. C'est tous les seconds rôles, ils jouent mal. Enfin, ils jouent faux.
Même du Solier, il y a une scène, à un moment il s'énerve, je me suis dit non putain, faut arrêter quoi. Enfin il y a un moment, en fait j'ai eu l'impression que Gans, sa seule obsession du film, c'était direction artistique. Non mais de toute façon, alors Gans, en fait c'est ça. C'est un très mauvais directeur d'acteur, il le dit lui-même, et il préfère un joli. Ça se voyait dans le Pacte des loups. Il sait pas diriger des acteurs, ça se voit. Mais là, tu vois sur quoi il s'est concentré, hein. C'est vraiment, voilà. Pendant les 2 tiers du film, je le trouve assez joli, le film. C'est-à-dire que visuellement, on sent pas trop les CGI, c'est propre, c'est propre. Ouais, je trouve qu'il y a des scènes quand même qui, par contre, la deuxième. Par exemple, l'arrivée de la belle dans le royaume, enfin tu sais tout le passage avec la forêt qui s'ouvre et tout, enfin je trouve ça c'est génial quoi. Après, en termes de mise en scène, les 2 premiers tiers sont vraiment très bien. Enfin c'est un truc qu'on a rarement l'habitude de voir. Même les rêves avec le miroir et tout, enfin je trouve ça. Non bah oui, c'est joli, c'est des enfin le truc avec la biche d'or, je trouve ça génial, moi. Mais c'est des jolis plans au service de rien du tout parce qu'il a rien à raconter. Mais en fait, c'est le problème, c'est que du coup, Gans, à partir du moment là, apparemment, il a coécrit le script avec, si j'ai bien compris, sa femme. Et le truc, c'est que Gans, et ça on le sait tous, Gans, c'est clairement un gars qui est très visuel et il a des super bonnes idées au niveau de script et tout, mais à la limite je me demande s'il serait pas mieux quand quelqu'un d'autre écrit le script à sa place. Et ça l'empêche pas d'avoir des très bonnes idées, genre je sais plus, je crois que c'est Silent Hill, il voulait que genre par exemple le perso de Sean Bean à l'origine c'était pas lui, lui il le voulait pas et c'était les producteurs qui l'avaient imposé, et du coup, enfin, quand tu vois Silent Hill, tu te rends compte qu'en effet, Sean Bean, c'est le seul truc qui empêche le film d'être vraiment parfait, quoi. Ah bah ça revient dans tous ces films. Tous ces films sont artistiquement plutôt très bien foutus. Par contre, c'est toujours un peu le script qui pêche un peu. Bon, Silent Hill, à la limite, ça se comprend parce que de toute façon, il a un cadre imposé par les jeux, donc de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Mais le Pacte des loups, c'était déjà ça. Visuellement, ça sortait complètement de l'inédit en France, mais t'avais des gros problèmes de structure, t'avais des acteurs qui étaient pas tous très bons. Voilà, c'était un peu longué au milieu, t'avais quand même des soucis, il durait 2h30 si je dis pas de conneries, t'avais quand même des trous dans le film, et à côté de ça, t'avais Vincent Cassel qui se battait avec la même épée que dans Soul Calibur, enfin, t'avais des trucs, voilà, en France, on en voit très peu. C'était un gros délire de geek, quoi. Là, par contre, je trouve que ça trouve ses limites, c'est-à-dire que le délire de geek de Gans, moi, la 3e partie du film, la dernière, je la trouve horrible. Visuellement, je trouve qu'on chute d'un coup. Je sais pas pourquoi, on dirait que le film est même pas fini, la dernière partie, les effets spéciaux, je les trouve, le truc avec les statues, c'est, je trouve qu'en termes de mise en scène, enfin, c'est vrai que visuellement, il y a des trucs qui dénotent un peu, enfin, il y a des plans qui marchent et d'autres non. Mais je trouve qu'en termes de mise en scène, par contre, là, tu sens bien que Gans, il s'amuse comme un petit fou, quoi. C'est limite à se demander si, en fait, il a pas fait le film juste pour faire ce climax, quoi. Tu sens vraiment le gros délire avec des plans issus d'un manga c'est nul à chier. Ça sort de nulle part. Je trouve que ça a le même effet que, en fait, la scène de l'épée de Soul Calibur dans le Pacte des loups. C'est que, tu fais un côté fun dans en fait, non, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, t'es devant la scène, tu vois le truc qui commence, tu fais un gros what the fuck, parce qu'en effet, ça dénote totalement avec ce qui a précédé. Et après, moi, en tout cas, moi, je l'ai pris comme cette scène du Pacte des loups, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, la Gans, il fait son gros délire, pourquoi pas, enfin voilà quoi, c'est une scène, je trouve, qui, enfin, même tout le film d'ailleurs, il est totalement imparfait, il y a plein de hauts, il y a plein de bas, mais je peux pas m'empêcher de trouver, enfin de saluer l'effort quand même, parce que mine de rien, faire un film comme ça, t'aurais donné le film à n'importe qui. À n'importe qui d'autre, un Yes Man ou quoi que ce soit, il aurait fait La Belle et la Bête, mais un truc genre tout propre, tout mignon. Enfin, ça aurait été moins chiant sûrement. Ça aurait été moins beau, mais ça aurait été moins chiant. Là au moins, il y a des trucs. Gans, t'as l'impression qu'il construit son film en fonction des jolis plans qu'il veut faire. Alors chaque fois, ces scènes elles sont faites en fonction de ça. Donc il y a vers les 3/4 du film, quand la Belle s'échappe. Tu vois, en soi, on s'en fout complètement, mais il a fait sa jolie scène avec le truc, la rivière qui pète là. C'est joli. C'est tout le temps fait comme ça. Il fait avancer son récit pour faire un joli plan.
Et c'est comme ça, toutes les 5 minutes, t'as un joli plan. Mais c'est tout ce que t'as. Parce qu'à côté, il a rien à raconter, il sait pas comment le raconter, il a aucune idée de comment mettre en scène des émotions, t'as aucune émotion pour aucun personnage, et le summum, ça atteint dans le climax final, mais t'en as rien à foutre que la bête, elle s'en sorte ou pas, t'en as rien à foutre qu'ils crèvent tous. Les géants de pierre, tu te dis, mais c'est quoi cette idée de merde? T'as une bête assoiffée de sang et des voleurs, tu vas pas les faire se fighter? Non, tu fais sortir des géants de pierre, on se croirait dans Transformers. C'est horrible. Jusque-là, ouais, le film, tu le subis, c'est gentil, c'est pas mauvais. Mais alors, à partir quand il y a les géants de pierre qui arrivent, mais t'as envie de te dire, mais putain, mais arrête de faire le geek, trouve une autre idée, sérieuse. C'est bon, t'es pas Peter Jackson, hein, il fait de la merde, faut pas que t'en fasses aussi. Enfin voilà, c'est sans intérêt, narrativement. Il fait un joli plan de temps en temps et c'est tout. Alors, oui, c'est joli. Oui, il a des idées de mise en scène, mais ça fait pas un film. Ça a jamais fait un film, ça fera jamais un film. Donc, qu'on lui achète des scénaristes, qui se trouve quelqu'un qui puisse diriger des acteurs, et peut-être que finalement il arrivera à faire quelque chose, parce que là, au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est le pack des loups sans Marc Dacascos, donc l'intérêt est zéro. Comme tu dis, t'en as rien à foutre du destin de la bête, tu t'en fous de leur relation amoureuse, alors que c'était ça le sel du truc. Le sel de La Belle et la Bête, c'est une fille vierge, qui commence à être quand même assez grande, on va dire, et qui va se retrouver confrontée au mal par la version mâle alpha qui est représentée par une bête monstrueuse. Enfin, c'est ça qui était intéressant dans le Cocteau, même si ça reste un film grand public, il y a tout ce sous-côté-là qui y est tout le temps. Alors que là, dans celui-là, tu t'en fous de ça. Enfin, il y a 3 scènes entre deux, on s'y intéresse pas, et le reste des scènes, après, c'est essayer de nous faire intéresser au passé de la bête, qui est un sombre connard. Parce que le mec qu'il était avant, il est encore, finalement, c'était avant qu'il était une bête. Il est bien plus agréable à la limite après qu'avant c'était une pourriture. Au final, c'est ce qu'on essaye de te montrer. Oui, non, parce qu'en plus, il a tué la biche. Enfin, le coup de la biche, je veux bien que ça soit un peu tiré de chez Miyazaki et compagnie, mais alors, j'ai trouvé ça hors sujet. C'est-à-dire, j'aurais préféré que les origines de la bête, ça soit tout con, comme dans le Cocteau, c'est une ligne de dialogue. Voilà, il y a, je sais plus exactement quel, mais voilà, ça suffit. Dans le dessin animé de Disney, au départ, il y a un prologue qui dure 1 minute 30. On t'explique que le mec, voilà, un soir, il y a une vieille dame qui a sonné chez lui. Du coup, il a pas voulu l'abriter, paf, elle lui a acheté un sort. Voilà, ça nous aurait suffi à la limite, parce que la suspension d'incrédulité, elle suffit pour ce genre d'histoire. Là, on essaye de te raconter tout un background fantastique certes, mais développé et tout. Enfin, avec la femme qui dit non, on va pas tuer la biche, mais si, j'ai quand même envie d'y aller. Ça prend un temps fou, alors que ça nous raconte des trucs totalement inutiles pour l'histoire qui est en train de se jouer au final. Donc c'est ça qui est un peu, je sais pas. J'ai pas compris le fait d'essayer de nous faire croire que cette fille était tombée amoureuse de lui en voyant ce qui lui est arrivé, parce que c'est quand même pas le mec hyper jovial, quoi. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui est un peu déstabilisant dans l'écriture du film. Tu veux commencer à virer tous les trucs qui servent à rien du film, on se retrouve avec un film de 30 minutes, hein. On se retrouve avec un film d'1h20, je pense, et qui se tiendrait autrement. Non, parce que toutes les scènes avec Noriega, non mais. Ah, mais même toutes les scènes avec sa famille, ça sert à rien. Toutes les scènes avec ses sœurs, ses frères, du Solier. Le perso féminin qui est avec Noriega, vous avez compris exactement quelles étaient ses origines et à quoi elle servait dans le film? Moi, j'en suis encore. Ah non, là, c'est un gros what the fuck sur le perso. Ouais, c'est. J'ai dit, mais. Non, moi, en fait, c'est parce que il voulait une pute jouée par Monica Bellucci, mais elle n'était pas là, donc il a pris une carte jouée par la concierge de l'immeuble. Et voilà, on se retrouve avec ça. Mais je suis sûr qu'au début, il voulait une pute. Hein. Alors, il sert à rien le perso, ça sent. Il a voulu se faire plaisir en mettant plein d'effets spéciaux, en disant voilà, en France on peut aussi faire des trucs un peu ambitieux, mais au final c'est un peu hors sujet, quoi. C'est le problème que ça pose, c'est que ce film-là, c'est quand même finalement, vu son budget et vu un peu son casting et ce que ça raconte, ça pouvait être une belle vitrine pour le ciné français. Au final, c'est un truc qui est complètement bancal, visuellement, qui renvoie pendant 2/3, mais qui, voilà, derrière a pas été assez peaufiné à mon goût, pas assez travaillé. Est-ce que finalement il a pas récupéré ce projet-là un petit peu tardivement, et puis que vu que c'était le projet le plus faisable, il s'est dit bon, je me colle sur celui-là, mais c'est pas forcément, c'était pas son choix premier, et ça se ressent un peu, quoi. Et ça fait chier, parce que bon, s'il fait un film tous les 6 ans, quoi. Ok, bon, et on va finir là-dessus, et on va maintenant passer à American Bluff, et c'est Kill Bush qui va nous en parler. Hey, play your part. Fine. You play your part. Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad. But
You had to survive. We were so successful for so long because we kept it just small enough. If you're that successful, how come you wound up in this room with me right now, taking orders from me? This is Agent Damaso, placing $75,000 into this briefcase for Mayor Carmine Polito. We all gonna get it right, are we? We're all gonna find the light! That's right! Alors, American Bluff, le nouveau chouchou des Oscars. 10 nominations, si je dis pas de conneries, donc là pour le coup il va encore rafler pas mal de statuettes, et à mon goût, pour une fois c'est mérité. Alors là c'est pas le meilleur de la compétition, mais je trouve que le film mérite un petit peu son plébiscite critique, même si a priori c'est pas forcément le cas du public, puisque le film en France a pas trop marché, et a priori au niveau des critiques sur les forums c'est pas vraiment ça non plus. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Très honnêtement, je vois pas bien pourquoi il y a autant d'avis négatifs sur ce film. J'ai trouvé ça très bien joué, très bien écrit. Pourtant, je suis pas du tout un fan de David O. Russell. J'ai pas été plus fan que ça de Fighter. Je trouve ça bien, mais pour le coup, je préfère celui-ci, par exemple. Et Happiness Therapy, je trouvais ça sympathique, mais là, pareil, là pour le coup, j'avais pas compris l'emballement médiatique et critique sur celui-là. Et là, American Bluff, déjà, ça me parle beaucoup plus. Enfin, je sais pas, on est dans les années 70 avec des espèces d'escrocs à la petite semaine qui se rêvent être des grands du monde, un petit peu. D'ailleurs, ça, c'est vrai qu'en termes de thématique, on est un petit peu sur des côtés similaires avec le Scorsese, avec une approche totalement différente, mais quelque part, c'est un petit peu ça. C'est des géants du bluff qui vont tomber dans une spirale infernale. Et là, ça nous raconte ça pendant 2 heures, plus de 2 heures, mais je me suis jamais ennuyé, moi, personnellement, même si ça parle beaucoup. Il y a pas beaucoup d'action, malgré que ça soit quand même une intrigue, finalement, au final de polar, parce que va y avoir toute une intrigue avec le FBI, puisque ça s'inspire d'une histoire vraie, donc, l'affaire Abscam, si je dis pas de conneries, un truc qui s'est passé, donc, dans les années 70, et où, justement, des petits escrocs aidaient le FBI à choper des plus gros poissons, au final. Et donc ça nous raconte ça. L'intrigue est un petit peu secondaire, c'est ça que j'ai bien aimé aussi finalement, c'est qu'on nous prend pas trop la tête avec tous les détails de l'intrigue, l'imbroglio entre les mecs du FBI et les politiques et ces escrocs, et on va plutôt s'attacher à des traitements de caractère là pour le coup, avec des personnages forts, outranciers. C'est vraiment un film, voilà, c'est un film sur la mascarade, c'est que des personnages qui portent des masques. Ah, t'as raison, c'est une belle mascarade ce film. Oui, non, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un jeu de dupes, c'est un jeu où les gens jouent des rôles, se déguisent. D'ailleurs, le film commence sur Christian Bale qui se peigne, qui essaye de se mettre sa moumoute là sur la tête. Ça te décrit vraiment, et qui va y passer 1 heure le matin. Ça te décrit vraiment l'esprit du film. Non, mais sérieux, toute la partie arnaque, elle est complètement ratée. Après, tu te dis, peut-être que ça va être un film de gangster, vu qu'on est dans les années 70, vu qu'il y a la mafia. Non plus. Le côté film de gangster, ça va être super. On a un caméo de Niro qui est même pas en plus on nous ressort une scène de Malavita, la honte quoi. Est-ce que c'est un polar? Non, même pas. En gros c'est un mélange de genres mais raté sur toute la ligne. Il y a rien qui fonctionne, il y a aucun genre qui fonctionne. Alors ouais, super, tu m'étonnes que ça mérite des Oscars. C'est un film qui raconte rien. Ça raconte rien pendant 2 heures. Il y a aucun acteur qui est intéressant à suivre. Alors après Amy Adams elle est super, elle joue bien. Ouais, ça fait un film donc. Non, parce que quand tu vois le reste, Bradley Cooper, mais c'est la première fois qu'on voit un film où l'intrigue est pas prioritaire. Qu'est-ce que t'en as à foutre de l'intrigue dans Pulp Fiction? Qu'est-ce que t'en as à foutre de l'intrigue dans Cartel? Sauf que, regarde, là, c'est des films où à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va te faire t'intéresser au destin des personnages. À un moment ou à un autre, t'auras une scène qui te dira, ah ouais, c'est plutôt pas mal, ça. Moi, ici, je voyais des scènes où j'avais un gars qui a une caméra, tu voyais tout le temps la caméra. Ça commence, genre les 10 premières minutes, où il nous présente vite fait, c'est le flashback là. T'as un plan à un moment avec la caméra qui va faire un méga gros zoom sur la tête à Amy Adams. À ce moment-là, tu te dis super, il va faire le kéké avec sa caméra pendant tout le film. Et c'est ça, parce que ce gros zoom à ce moment-là, il fait rien. Et puis le gros zoom, il réapparaît plusieurs fois en plus sur différents acteurs. C'est vrai. C'est vraiment moi.
Non mais attends, mais Scorsese le fait pour une raison. Là, le truc, c'est qu'en fait, ça fait hyper maniéré quand même au niveau de mise en scène. Mais après, le film il est ailleurs. Là, c'est plus le côté un peu fan service, le côté je veux un peu m'amuser à faire mon Scorsese, mais le film part sur carrément autre chose. C'est ça tout le film. Explique-moi. Oui. Attends, s'il te plaît. Explique-moi l'utilité du plan. À quoi il sert ce plan à ce moment-là? Mais arrête de suranalyser chaque détail de mise en scène. C'est hallucinant. Le plan est aussi tape à l'œil que le jeu est outrancier dans cette scène. C'est simple. Le film est comme ça. C'est un jeu de bluff. Et le bluff, c'est quoi? C'est être dans l'outrance, c'est bluffer les gens. T'as aucun personnage qui est authentique dans le film. Aucun personnage ne dit la vérité. Moi, ce film, je me suis senti insulté du début à la fin. Déjà, quand tu... À cause des perruques. C'est tellement c'est prétentieux, et d'une force. T'as l'impression qu'il veut tellement aller plus haut que le genre. Qui reste dehors. Non, après, les persos restent à leur hauteur, quoi. T'as Christian Bale qui est là avec son gros bide et tout. Dis-moi pas qu'il les met en, enfin, c'est pas, il se croit pas. Alors attends, déjà, Christian Bale, il a hauteur. Non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le film, il fait, mais alors en fait, c'est ça, c'est que le film sortirait comme ça avec aucun buzz ou quoi que ce soit. À la limite, pourquoi pas? Mais alors là, le truc, c'est que ça fait vraiment grosse vitrine pour les Oscars. C'est que dès le début, alors quand je vois la séquence avec Bale et ses cheveux au tout début du film, c'est moi je vois, allez, je vous montre 5 minutes, regardez mon acteur, regardez, il a et bien, mais le truc c'est que moi quand je lis des critiques qui disent qu'ils ont l'impression de voir vraiment que chaque acteur essaie de remporter la statuette de son côté, mais moi aussi j'ai l'impression de voir ça. J'ai l'impression de voir un gros show-off, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de script, et que ce soit au niveau de chaque acteur. Et du coup, c'est encore plus flagrant lorsque chaque acteur a sa petite scène. Et là, du coup, je bascule, Jennifer Lawrence. Mais... Ah non, là, par contre, je suis d'accord avec vous. Sérieux? Elle est insupportable. Non, mais elle est très bien arrêtée. Elle dynamise le film. Justement, c'est elle qui l'a fait un peu sortir du côté trop sérieux et cathartique. Justement, en imbriquant un petit peu la folie, moi, ce que j'ai bien aimé dans son personnage. Ouais, par contre, à mon goût, c'est le perso le moins écrit, quand même. Ah oui, c'est le moins écrit, mais c'est celui-là qui permet de faire avancer l'intrigue. Donc, il est l'essentiel. Pourquoi prendre Jennifer Lawrence? Mais déjà, elle est beaucoup trop jeune pour le rôle, en plus. Oui, par contre, il y a un décalage avec Amy Adams, qui est un peu trop, elle est trop jeune pour le rôle, mais bon. Elle est pas trop jeune. Elle a un gamin de 10 ans, elle a pas 10 ans, le gamin. Elle a 25 piges et elle est censée être, le truc, c'est qu'elle a un rôle qui demande au moins 5-10 ans de plus, quoi. C'est qu'il y a un problème, là, là, le problème, c'est que ils l'ont vraiment pris parce que, on a gagné l'Oscar avec Happiness Therapy, allez, on va le regagner avec American Bluff, quoi. C'est vraiment ça, pour le coup. Enfin, moi, je vois pas de, pourquoi prendre Jennifer Lawrence sinon? Elle gagne tout, actrice second rôle et tout. Enfin, c'est une grosse imposture à ce niveau-là. C'est à la limite, c'était plus mérité pour l'autre film d'avant parce qu'elle le portait quand même. Sauf alors là, c'est pas du tout le cas, quoi. T'enlèves son rôle, limite, le film il est à peu près pareil, quoi. Par contre, Amy Adams est quand même bien. Enfin, même ceux qui n'ont pas aimé le film, là, pour le coup. Amy Adams, c'était moi, je l'aime pas, et là, elle bouffe l'écran à chaque fois, quoi. Non, il est bien. Enfin, moi, je l'ai bien aimé, ce film. Je comprends pas du tout. Je me suis pas emmerdé une minute. Les dialogues, je les trouvais prenants. C'est pas du Scorsese, mais moi, sans aller jusqu'à dire comme ça, l'ambition, je me suis senti insulté. Enfin, moi, c'est un film. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai vu. J'ai aucune envie de le revoir. Et je m'en rappelle presque plus de rien. C'est qu'il y a un problème. Et c'est censé être l'un des gros films de cette année, quoi. Ouais, non. On est en février, les gars. Non, mais enfin, on voit bien comment le film est vendu, quoi. Enfin, c'est c'est sérieux, à tous les coups, c'est un film, ça va recevoir l'Oscar et c'est un film qui sera oublié dans 5 ans. Non, c'est toi le si on se focalise chaque année sur les Oscars, en fait, on se rend compte que la plupart du temps, c'est souvent les films les plus pourris qui ont les Oscars. Donc, dans l'absolu, ça justifie rien, tu vois. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. On va maintenant passer à Robocop de José Padilla et c'est Alegas qui va nous en parler. We are going to make a lot of money. He's coming. Gonna play good cop, bad cop? Bad cop, Robocop. He's undoing what we did to him.
Thank you for your cooperation. Robocop, donc ni plus ni moins que le remake du film de Verhoeven. Donc c'est un film, je crois que les producteurs, lorsqu'ils l'ont fait, ils se sont dit on va tout faire pour que tout le monde le déteste avant sa sortie. Le film, il a eu absolument tout. C'est un film qui est passé de réalisateur en réalisateur. Genre, je me souviens qu'à une époque, c'était Darren Aronofsky qui devait le faire. Et puis finalement, il y a eu un problème de budget. Et finalement, c'est José Padilla, donc le réalisateur des Tropas de Élite, qui se fait derrière. Donc déjà on avait eu des retours déjà on avait le fait que ça soit un remake de Robocop. Donc déjà le film il était un peu condamné, c'est que il y avait ceux qui détestaient déjà le film avant même d'en voir ne serait-ce que la moindre image, et il y avait ceux qui s'en foutaient totalement parce que après tout qui a envie de voir un remake de Robocop quoi, qui s'intéresse encore à l'heure actuelle. Donc après s'ensuit les nouvelles comme quoi Padilla a aucun contrôle sur son film, comme quoi je crois que en gros il avait dit que 9 idées sur 10 étaient rejetées à chaque fois et qu'il voulait plus revivre un truc pareil, que c'était sûrement la pire expérience de sa vie. Donc voilà, forcément quand on a des propos comme ça, on s'attend pas spécialement à un bon film. Et après il y avait les photos de tournage avec l'armure toute moche, la moto toute moche, enfin bref, voilà, les reports en plus, comme quoi le film a coûté 100 millions et que la bande-annonce, quand on regarde la bande-annonce, on dirait pas. Enfin vraiment, le film, il y avait tout pour que tout le monde le déteste. Tout le monde le traitait de gros nanar déjà avant même qu'il sorte. Donc moi j'y allais vraiment. J'aime pas le film original déjà, donc ça tout le monde le sait, mais donc j'allais pas non plus avec l'idée de voir un truc mieux que l'original quoi. Vraiment moi je m'attendais à ce que ce soit un copier-coller du Verhoeven et que ce soit à peu près aussi indigeste en tout cas en ce qui me concerne. Et au final je suis assez surpris. Parce que en fait c'est pas que clairement le film il est pas bon hein. Enfin je mets pas une bonne note ou quoi que ce soit. Par contre je tiens à défendre le film sur comme quoi c'est un bon remake dans l'intention. C'est-à-dire que c'est un film qui essaye à tout prix de s'éloigner du film original en fait, hormis quelques clins d'œil qu'il va y avoir. C'est un film qui part pas du tout dans la même direction. C'est un film qui raconte pas du tout la même chose. C'est à ce niveau-là c'est assez surprenant en fait. En même temps j'aurais mal vu non plus le propos de Verhoeven adapté à l'heure actuelle. Enfin voilà, les films de Verhoeven, c'est un truc, ça marchait quand ça sortait. Enfin, on se demandait d'ailleurs pourquoi les gens le produisaient vu les trucs que c'était. Mais là, je parle pas en termes de qualité, mais vraiment en termes d'intention en fait de réalisateur. Enfin, Verhoeven, de toute façon, il pourrait plus faire un film comme Robocop aujourd'hui. Donc là, je crois que Padilla, lorsqu'il a vu le script et tout, il s'en est bien rendu compte et du coup, il s'est dit, je vais faire un truc totalement différent. Alors après, le problème, c'est que quand on voit le film, on se voit bien que c'est plus un truc de producteur qu'un truc de réalisateur. C'est bien simple, hein, Padilla, on ressent presque jamais sa présence dans le film, hormis quelques scènes à la limite où tu retrouves un peu le style de Tropas d'élite. Je pense notamment à une introduction au Moyen-Orient qui fait vraiment Tropas d'élite dans l'esprit. Mais voilà, ça reste finalement bien peu dans tout le film. Il reste que finalement ce Robocop, en fait, là où il est assez intelligent, c'est au niveau de son script, parce que du coup, on vire totalement le propos très second degré qu'il y avait dans le Verhoeven, alors que moi j'aimais pas du tout. Enfin, moi c'est pas un secret, le second degré chez Verhoeven, pour moi c'est un mystère, mais c'est un truc que j'arrive pas du tout à comprendre. Donc moi j'ai vraiment bien aimé cette approche très premier degré, et pourtant c'est un film qui se prend pas tant au sérieux que ça. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois par exemple le plan final, pour moi, c'est clairement pas. Enfin, je vois mal en fait comment le film pourrait se prendre au sérieux avec un tel plan, ou même une telle intro d'ailleurs, parce que ça, faut le dire, le film, il a un logo. C'est le logo, t'es explosé de rire dès qu'il apparaît en fait. Et c'est vraiment le meilleur détournement de logo que j'ai vu ces derniers temps, tellement c'est drôle en fait. C'est même pas drôle. Mais moi j'ai éclaté de rire, je m'y attendais pas. Enfin c'est nul. Non, mais moi c'est nul. Mais c'est tellement nul que ça en devient rigolo. Mais du coup j'en reviens à la question en fait que je me posais, c'est que avec un tel logo en début de film, pour moi clairement le film se prend pas au sérieux, et pourtant il y a une approche premier degré. Enfin, déjà moi,
cette contradiction, moi, c'est un truc qui me fascine assez dans le film. Donc voilà, enfin, je le redis, hein, le film, je l'aime pas. Enfin, il y a quelques trucs à sauver, mais c'est clairement un film que je reverrai sûrement jamais. Mais je trouve quand même, il y a un truc assez fascinant qui fait que, en fait, ce remake, bah, il est pas totalement acheté, quoi. C'est, je trouve que c'est une entreprise assez louable derrière le côté le film de producteur puant qui est vendu, quoi, et qui l'est un peu d'ailleurs. Donc après, là où le film est vraiment intéressant, c'est dans le traitement d'Alex Murphy, en fait, parce que du coup, là où chez Verhoeven, Alex Murphy devient Robocop très rapidement, là il y a vraiment tout un gros travail sur la psychanalyse. En fait, Alex Murphy, c'est clairement, enfin, de toute façon, c'est clairement pas ce qui intéressait Verhoeven, enfin en tout cas je pense, quand il réalisait Robocop. Et là, du coup, on a un remake qui est beaucoup plus centré finalement sur l'humain qu'il y a, et on arrive du coup sur tout un truc où sur une idée en fait assez géniale, qui est que le gars qui a conçu Robocop peut le contrôler à distance, en fait, peut le désactiver, mais peut aussi en fait agir sur son cerveau et peu à peu le déshumaniser pour le faire devenir finalement une vraie machine, quoi. Et du coup il y a tout un jeu par rapport à ça, et moi je trouve le film assez passionnant. Ça aurait pu donner vraiment un putain de film si Padilla avait vraiment été au contrôle du truc, quoi. Vraiment cette idée script, je la trouve géniale. En fait c'est ce que j'aurais voulu voir dans le film de Verhoeven, et que j'avais été un peu déçu, quoi. C'est ce que j'ai envie de voir quand je vois un Robocop traité au cinéma, c'est justement cette contradiction entre homme et robot, et est-ce que ça va donner justement cette relation, et ce que je trouvais pas du tout dans le Verhoeven, en fait. Enfin, je vais laisser Skip un peu parler, du coup. Enfin, je sais qu'il a un avis un peu plus sur le mien. Je vais faire court. C'est raté du début à la fin, c'est de la merde. Moi, j'en ai rien à foutre de Alex Murphy. Je regarde un film qui s'appelle Robocop. J'ai pas envie de voir un humain, j'ai envie de voir Robocop. Robocop, on voit 2 minutes dans le film. Donc son film, il peut aller se cacher, c'est de la merde, ça vaut rien. Et de toute façon, ça annonce la couleur dès le générique, que t'as adoré. Non, dès le générique, on est pris pour des cons tout de suite, avec Samuel Jackson, alors qui cachetonne comme d'habitude, mais ici c'est encore pire, quoi. Ils essayent de reprendre le propos un peu satirique du Verhoeven, sauf que ici c'est complètement ridicule. Dès la première minute, c'est ridicule. Tous les passages avec. Je trouve pas que le propos satirique il y soit tant que ça, justement. Ah, c'est ce que je disais, il y a une approche premier degré, mais le truc satirique, en fait, c'est tu trouves pas que c'est pas satirique pour toi, Samuel Jackson? Non, mais si, d'accord, mais moi je le vois. Enfin, le truc c'est que Samuel L. Jackson, en fait, tu l'enlèves du film, le film il reste plus ou moins le même. Enfin, le truc, ça, tu vois, non, mais enfin, tu vois, il y a le récit, il est pareil ou quoi que ce soit. Moi, les touches de Samuel L. Jackson, je les vois un peu comme une sorte de clin d'œil, en fait, au Robocop original. Enfin, et le dernier plan où il a la main sur le cœur en disant vive l'Amérique et tout, avec un gros drapeau américain derrière. Alors c'est clairement pas subtil pour un sou, mais de mémoire, je trouve. Enfin, après là, c'est moi. Hein. Enfin, le truc c'est que j'ai une position pas spécialement géniale à ce niveau-là, mais pour moi, c'est tout aussi subtil que le Verhoeven à ce niveau-là. Hein. C'est fait, c'est du rentre dedans, quoi. Tu veux qu'on parle des méchants? Il y a quand même Jay Baruchel dans les méchants, c'est pour te dire le niveau du film. Ah ouais, bah ça, Gérard Baruchel. Attends, mais t'as vu le Détroit Walt Disney qu'il y a dans le film? Il y a 2 méchants dans la ville. Ouais, parce qu'on nous parle de cité où il y a besoin de robots pour faire régner l'ordre. Après, là par rapport à Détroit, c'est que de toute façon, moi clairement, c'est Walt Disney. Moi, non mais qu'on soit d'accord, hein, mais quand il y a Robocop à l'écran, moi je trouve que le film est moins bien que quand il y a Alex Murphy. Enfin moi c'est là où du coup je suis pas étonné d'entendre Scalp dire ça, c'est que moi ce qui m'intéresse dans le film c'est Alex Murphy. C'est là où je trouve que le film est le plus intéressant. Tout le truc par rapport à sa femme et tout. Mais encore une fois, c'est une fausse bonne idée. Je vais t'expliquer pourquoi. On a rien à foutre d'Alex Murphy et de sa femme. Déjà, voilà, exactement. Les scènes où il retrouve sa famille. Verhoeven, il a très vite éludé ce problème-là parce que voilà, t'es une machine. Déjà, tu peux pas renouer avec ta vie de famille comme si de rien n'était. Là, tu le vois chez lui. Il va voir son gosse. Dis papa, on va aller voir un match de baseball. Le mec, il est dans une armure. Tu crois qu'il va aller se promener avec son gosse? Sa femme, tu crois qu'elle va rester avec? Mais oui, mais tu ressens bien quand même un malaise dans ces scènes. Tu ressens bien quand même. Non, tu ressens rien du tout. Non, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de truc qui est normal. C'est un robot, bordel. Et oui, mais et tu le sens bien qu'il est pas. Il le dit au détour du dialogue. Il dit qu'il veut. Il le dit qu'il veut qu'à partir d'un certain moment, il veut moins revoir sa famille. Parce que justement il sent plus à sa place.
Il le dit, mais juste que l'intérêt à ce moment-là, on s'en fout de sa famille, on s'en fout de sa femme. L'idée de faire de sa femme un personnage important du film, c'est vraiment une idée de merde. Elle est tellement importante. Alors qu'elle est quand clairement, même... le fait qu'elle soit aussi importante, je suis d'accord. Mais alors par contre, le fait de mettre un peu plus l'accent justement sur tout ce qui caractérise l'humanité de Robocop. Mais c'est ça qui est super bien. C'est tout ce que j'avais pas pu voir dans le Verhoeven. Verhoeven, en fait, ça tient en 3 minutes. Bon, moi, je n'ai pas vu le nouveau. Verhoeven, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, Verhoeven, il se contentait finalement de transformer Alex Murphy en robot. Et finalement, Robocop finalement avait plus rien d'humain à quelques trucs physiques près. Il avait des traits d'humanité. Il en avait, il se rappelait au fur et à mesure de ce qu'il était. Et c'est ça qui était intéressant. Là, il se réveille, Robocop, t'as l'impression qu'il a fait un petit dodo, genre il a dormi 7 heures et c'est bon, il se réveille dans une arme. Putain, la scène où il découvre ce qui reste de lui, moi je trouve que visuellement, c'est ringard, quoi, franchement. Ah, non, je trouve pas, putain. Et moi, sans dire qu'elle m'a estomaqué ou quoi que ce soit, je trouve que elle a un rendu visuel très fort, quoi, assez percutant sur le coup. C'est bon, il pleure, oui, je veux me suicider, paf, 5 minutes après, c'est bon, c'est comme si de rien n'était. Franchement, c'est foiré de ce point de vue-là. Ah, mais oui, et clairement, le film est foiré, mais il y a plein de super bonnes idées. En fait, c'est ça qui m'a surpris dans ce film. C'est que je m'attendais à avoir une grosse bouse avec rien à sauver, et finalement, je me retrouve avec une grosse bouse, mais avec plein de super bonnes idées dedans. C'est là que je c'est des fausses bonnes idées. Sur le papier, elles sont bien. Tu te dis, ouais, c'est intéressant, voir Murphy avec sa famille, voir Murphy qui a toute sa mémoire et tout. Mais quand tu vois ça à l'écran, tu comprends que ça ne fonctionne pas. Même l'idée de prendre Gary Oldman en sorte de version moderne de Frankenstein, même l'idée de ça, c'est complètement, moi je comprends pas l'intérêt aussi du personnage d'Oldman. Je suis pas d'accord, hein. Là, clairement, on a une vision différente des choses. Par exemple, dans les bonnes idées, tu trouves que Robocop qui arrête 2 dealers de shit, c'est une bonne idée? Non. Non, parce que franchement, on nous prend pour des cons, quoi. Dans le premier, par exemple, il tout de suite, je l'ai plus trop en tête, mais il avait une prise d'otage où il devait tuer quelqu'un parce qu'il tenait une femme en otage. Là, lui tire dans les couilles direct. Le premier mec. Le truc des dealers de shit, ça donne quand même lieu à une super réplique, quand même. Ah, mais attends, la première scène où Robocop sort dans la rue, il va arrêter de dealer de shit, quand même. Et genre, en plus, il y a des trucs, tu te dis, mais qui c'est qui a écrit ça? Robocop, et donc il le présente à la presse pour dire c'est le super robot. Et là, ils disent qu'il arrête un gars qui est recherché depuis 5 ans. Le gars, il était dans la rue en même temps. Enfin, je sais pas, c'est qui a écrit un truc? C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le film, il y va avec des gros sabots. Mais clairement. En effet, c'est pas subtil pour un sou. Mais là, je leur dis encore, le Verhoeven, est-ce qu'il l'était? Non, mais c'est pas une question d'être subtil. Mais Verhoeven, il était justement parce qu'il était drôle, mais il était drôle parce qu'il voulait être drôle. Là, il est drôle malgré lui. C'est ça le problème de Robocop. Je sais pas, il y a un truc à creuser avec ce mec-là, avec un mec que tu récupères et que tu transformes en machine pour aller tuer. Ça aurait pu être, par exemple, reprendre le concept, mais pas forcément le faire être un flic. Tu vois, reprendre un concept, je sais pas, moi, l'envoyer tuer des... Après, le truc, c'est pas tuer parce qu'on était dans une espèce de morale, tu vois, je sais pas, il y a un truc à creuser avec ça, mais là, on fait pendant tout le film, 90 personnes qui tuent. Après, le problème, c'est ce que je dis, c'est que c'est un film de producteur. Là, après, là où je suis content par rapport à ce film-là, c'est que c'est pas un copier-coller du Verhoeven. C'est ce que j'ai dit au début, c'est que moi, j'avais peur de ça, et au final, ça l'est clairement pas. C'est, à ce niveau-là, j'ai été surpris, en effet, et agréablement. De toute façon, on peut pas faire des copier-coller des films de Verhoeven, parce que déjà, la plupart des mecs, parce qu'il y a un Starship Troopers qui est en cours de remake, qui font des remakes de ces films, voilà, ils comprennent pas l'essence du film. Mais même justement, pour revenir à ce que Allegas disait sur les années 80, sur Verhoeven ne peut pas faire film comme Robocop, mais justement, moi j'aurais aimé que cette version de Robocop soit un petit peu l'instantané de cette période vulgaire, soit les années 2010, parce que je trouve que les années 2010 sont tout aussi vulgaires que les années 80. Le son même plus, voilà, justement. J'aurais aimé justement un truc comme ça, et là, malheureusement, c'est là le problème. C'est du film de même le personnage de Michael Keaton. Même le personnage de Michael Keaton, ils te le font passer pour un mec super cool, genre le mec il est habillé, façon genre il est pas du tout habillé comme un homme d'affaires, quoi. C'est vraiment le mec à la cool, et puis finalement tu te rends compte que c'est quand même. Et puis même un truc tout bête, la violence, le film il est pas violent. Oui, mais le méchant, quand il tue le gars qui l'a tué, il est filmé dans le noir, il lui vide un chargeur dans la tête, et après
Tu vois son corps, il y a aucun trou Ouais, sur le corps, il y a aucun trou, il y a aucun impact. C'est vraiment c'est PG-13, hein, les gars. Ah oui, non, mais Bah, là, déjà rien que cette scène, enfin la fusillade avec la vision thermique, c'est un truc ouais. Bon. Pour moi déjà, c'est simple, hein, je l'ai pas vu, mais un Robocop PG-13, déjà il y a un truc, rien qu'à dans l'essence du film, qui ne va pas. Robocop, c'est pas pour tout public. Le premier, quand tu le revois, et d'ailleurs quand tu te dis que ça, on le matait gamin, nous, pour la plupart, c'est super violent. La mort de Murphy dans Robocop, putain, ça te scotche, quoi, même encore aujourd'hui. Le cauchemardesque. C'est horrible cette scène, quoi. Elle est, même aujourd'hui, moi, quand je la vois, elle est horrible, quoi. T'as des mecs complètement abrutis qui sont en train de ricaner et qui butent un mec comme ça qui est vraiment face à 4 gars avec des shotguns. Il peut rien faire, il se fait pulvériser, quoi. Il lui pète les bras, il lui explose les mains, enfin. Et là, on se retrouve, voilà, quoi. J'ai l'impression, moi, le peu que j'ai vu d'extrait, j'ai l'impression de voir une version toute lisse, toute... Ah, c'est assez teasé, mais ça, t'attends pas autre chose, hein, ça l'est, hein. C'est ça qui fait chier, quoi. Pourquoi refaire des films qui étaient forts parce que justement c'était des films viscéral, organique. Le truc qui était fort dans Robocop, c'était ça aussi. Il y avait ce côté très organique quand même malgré tout. Une fois qu'il était en robot, il y avait encore avec notamment à la fin le visage, le pieu qui s'enfonce en lui où il a plein de sang. Enfin, on voyait encore que c'était un être humain. Là, j'ai l'impression quand je le vois bouger, j'ai l'impression de voir Iron Man, quoi. C'est pas la même chose, quoi. On est dans un autre délire. Alors après on peut dire oui, avant c'était une boîte de conserve, il marchait pas vite, machin, c'était un peu ridicule pour un film d'action. Moi je trouve pas, quoi. Franchement, c'était réaliste. Il m'en imposait, il imposait une certaine force. Là, j'ai l'impression que le mec il tire sur des cibles en carton. Les scènes d'action, c'est du tir au pigeon, hein. Faut pas voir autre chose, hein. Déjà pour le peu de scènes d'action qu'il y a. Non, en plus, voilà. En plus. Je me suis dit, au moins, le film, il est nul, mais au moins qu'il livre un peu la marchandise du. Ah bah tu vois, moi c'est le contraire. Enfin, moi j'étais surpris justement. Enfin, je voulais pas d'un film d'action décérébré en fait, clairement. Moi justement, bizarrement, j'aurais préféré parce que là c'est un film qui pète un peu plus haut que son cul. C'est genre, on a vachement compris que le Verhoeven, il avait quelque chose à dire et nous ce qu'on s'est dit, on va essayer de faire un truc vachement hype, on va vachement critiquer les corporations, les Américains, voilà, enfin bref. Et le truc c'est que ça va partir dans 50 directions différentes et au final ça va nulle part. Ok, donc on va s'arrêter là-dessus. On va maintenant passer au retour des trois frères et c'est Jet qui va nous en parler. Viens me faire le baobab. Ouais, mais Bob, pour l'instant, c'est un bonsaï. Non, Dani. Mais le mélange au plateau. Dani, c'est pas possible. Ah, chérie. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu surprenant. Salope. Je vais vous dire ce qu'on fait là. On touche le fond. Oh, putain. C'est quoi ça? Bah, c'est chez moi. Non, c'est bon, je préfère dormir n'importe où. Ah bah, t'y es, hein. Putain, je le crois pas, vous êtes des refrains. Bah oui, on est des refrains. Ah voilà, les trois frères, le retour. Ça faisait quand même plus de 10 ans que les Inconnus s'étaient plus ou moins séparés. Enfin, séparés pas vraiment de manière officielle puisque il y a eu des problèmes de droit, des problèmes juridiques avec leur producteur Paul Lederman qui les a un petit peu poussés à séparer leurs chemins. Et le truc, c'est que les trois acolytes sont partis dans des trucs complètement différents. Bourdon, lui, il s'est plus Bourdon, et Légitimus sont plus reconvertis dans le théâtre. Et Campan, lui, s'est presque fait une petite réputation d'acteur sérieux et donc bien loin de ce qu'il faisait habituellement. Et le truc, c'est que voilà, on s'était plus ou moins habitué à voir les trois acolytes faire autre chose que de l'humour, et donc et quand on a appris qu'ils voulaient se reformer, on a eu quelques petites craintes légitimes, parce qu'effectivement c'est jamais toujours bon signe quand des groupes comme ça se reforment après des années. Et voilà, la promo a déjà commencé il y a quelques mois, et c'était le peu qu'on avait vu, notamment les trucs du Palma Show,
Enfin bref, ça laissait pas augurer du bon concernant. Ça sentait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ça sentait la merde à 10 Voilà. kilomètres. Et encore plus maintenant avec les critiques cinéma qui ont vraiment cloué le cercueil, si je puis dire, disant que voilà, c'était vraiment infâme, que c'était limite le syndrome Bronzé 3, bon, c'est-à-dire en gros on fait un film uniquement pour le pognon, même si honnêtement je ne le pense. J'espère que c'est pas aussi nul que les Bronzés 3. Non, ça je te l'assure tout de suite, parce que là t'as pas tout le pognon, il est pas passé dans les décors quoi. Ça je peux te l'assurer. Et donc oui, les inconnus, je crois, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils déjà ils réfléchissaient à se reformer parce qu'ils ils avaient un petit peu perdu le contact, ils s'étaient revus, ils se sont dit c'est vrai, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et donc que tu es naïf, Ken, c'est mignon. Oui, bah bon, toi, on sait que tu n'aimes pas les inconnus, parce que c'était comme moi. Non, ah bah non, attends, il a pas dit qu'il aimait bien le premier tout à l'heure. Oui, bon, voilà, il est c'est pour payer leurs impôts, c'est tout. Ils se sont pas reformés parce qu'ils avaient perdu contact. Ils enfin, je crois pas qu'ils gagnent si mal leur vie que ça, hein. Enfin, non, mais c'est vrai que ça pourrait être un coup, enfin, je sais pas, l'histoire de rappeler qu'ils ont toujours là, quoi. C'est voilà, c'est surtout ça. Et parce que là, mine de rien, enfin, financièrement, ça peut les relancer les trois. Et donc voilà, la mise en chantier des 3 frères qui a été faite quand même de manière assez rapide, je trouve, parce que ça faisait longtemps que ça avait été annoncé, mais il y avait toujours pas de scénario qui circulait, il y avait rien du tout. Et donc c'est avec une certaine appréhension que j'ai découvert cette suite, parce que voilà, tout le monde s'accordait à dire que c'était pas bien du tout, que c'était même un truc atroce, indéfendable. Et pendant une bonne demi-heure, j'étais bien de l'avis de ceux qui chiaient sur le film, c'est-à-dire que t'avais un vulgaire copier-coller. En fait, c'était une fusion entre justement le Paris et les 3 frères. Ils te recyclent des vieux gags qu'on avait déjà vu dans leurs autres films, et même dans leurs vieux spectacles. Genre, par exemple, t'as Bernard Campan qui fait du stand-up, et en même temps, il sert la bouffe aux clients pendant qu'il joue. Ça, c'est un truc. Ah, c'est le truc du restaurant. Voilà. Et donc il refait exactement le même truc, et sauf que dans le film c'est absolument pas drôle, quoi, parce que tu t'y attends. Et au fur et à mesure, au bout d'une demi-heure, il commence à avoir des trucs assez drôles qui se passent, genre notamment le running gag entre Didier Bourdon et la petite vieille qui partage sa maison. Et en fait, le gars, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de la vieille pour récupérer le fric. Et donc là, c'est les gens, ça commence à tomber dans l'humour noir, des conneries comme ça. Moi, ça me fait hurler de rire, quoi. C'est là je commençais vraiment à retrouver un petit peu de ce qui faisait le sel des inconnus. Et après, quand il y a la fille de Bernard Campan qui débarque, là encore une fois ils ont repris le schéma un peu des 3 frères, c'est encore les 3 gars qui se retrouvent après la mort de leur mère. D'ailleurs de ce point de vue-là, je trouve que le film est pas très cohérent, puisque leur mère elle est encore morte. Elle était censée être morte en 95, et là elle est morte. Ah d'accord, ils sont très forts. Et donc c'est un reboot alors. Non mais parce que les personnages c'est les mêmes, sauf que voilà, 20 ans plus tard. Sauf qu'elle est morte 2 fois en fait. Voilà, elle est remorte. Elle était pas bien morte la première. Voilà. Elle est remorte. Voilà. Oh, le scénar de fou, quoi. Et donc voilà, on apprend que Pascal et Didier se sont embrouillés à cause d'une gonzesse, et en fait on va apprendre que cette gonzesse, en fait Bernard se l'est aussi tapé, que en fait cette fille, elle est née de cette nana là pour laquelle Didier et Pascal s'étripent. Donc c'est un peu tentaculaire comme récit. Je crois qu'on tire le script de l'année là. C'est tentaculaire, mais c'est même pas sur ça que le film est bien. Je veux dire le scénario et je veux dire la structure narrative est super convenue. Il y a rien de nouveau, mais il y a de nouveau des gars qui m'ont fait pleurer de rire. Logan, on en parlait, il disait ouais, l'humour des inconnus il est vachement daté, mais comme j'ai dit, je préfère. Ah oui, si, t'as dit que l'humour, genre, si, t'as dit le truc dans les cités, le coup des wesh et tout, t'as dit c'est super daté. Mais honnêtement. Ça, c'est pas l'humour des inconnus. Ah si. C'est juste ce côté-là. Bah si, mais ce côté un peu, genre, on se fout de la gueule des noirs, des arabes, des chinois. Non, mais ça, je m'en fous, ça, qu'on se fout de... C'est justement, c'est de l'antipolitiquement correct, c'est ce genre d'humour qu'aujourd'hui on... Non, mais arrête, la petite gamine de 20 ans qui est là. Non, mais Logan, il aime pas qu'on critique ses copains wesh. Exactement. Voilà, et moi, c'est ça qui m'a fait marrer.
c'est vraiment un retour un peu à cet humour-là où on se pose pas la question, on cherche pas à choquer les gens, on rigole juste de petits clichés de la vie courante. Et arrête, mais ça sert à quoi, la gamine, elle est pas drôle, elle est juste là pour attirer les jeunes. Parce que tu vois, les inconnus, quand ils ont fait leur film, ils se sont dit, ah, mais putain, ceux qui vont au cinéma, c'est ceux qu'on entre 20 et 30 ans, ceux qu'on voit en 30 ans, ils nous connaissent pas, peut-être pas tous, mais genre 18-20 ans, ils nous connaissent pas, parce qu'on n'était pas là. Donc ils ont fait quoi? Ils ont mis la petite wesh qui est là pour non mais non, c'est pas. Mais moi elle m'a fait marrer cette gamine au début. Mais elle est pas drôle. Non mais toi t'aimes pas. Ouais, je t'ai vu, vous êtes des refrains. Oui, moi, quand j'ai vu ça dans l'extrait, je me suis dit putain, ça sonne faux quand même, quoi. Mais c'est ça pendant une heure. Ça sonne trop 90. Non quoi. mais les gars, l'abondance, elle vend super mal le film, quoi. C'est non, mais arrête, la gamine, c'est bien ça, la gamine. Ah non, l'abondance, elle vend super mal le film. Hein. Moi aussi, je me suis dit, j'ai pas vraiment ri pendant l'abondance, mais passer c'est la première demi-heure qui est vachement laborieuse, on se dit ouais putain mais ils sont où les gags, ils sont où les personnages marrants. Ça commence à s'accélérer, voilà, quand ils sont dans la cité, quand ils commencent à avoir des emmerdes financières. Et moi, pour moi, le summum, c'est la scène du repas à la fin avec Daniel Russo, où t'as Didier et Bernard qui se font passer pour un couple de Québécois. Ça, c'est un truc complètement surréaliste. Et t'as Légitimus qui fait en fait le valet, quoi. Il joue le chauffeur et il se fait limite traiter comme un esclave par Daniel. Est-ce que tu peux faire les accents? Les accents québécois? Ah non, ça je suis pas bon. Fais la critique en accent québécois. Ah non, ça je peux pas. un peu accent belge d'ailleurs. Mais le truc qui m'a fait le plus rire dans cette scène, c'est quand Bernard, justement, il confond l'accent québécois avec l'accent belge. Donc des fois, il commence à parler avec l'accent québécois, il commence à faire oui, tu vois, il prend vraiment l'intonation belge, il se grille tout seul. Il se corrige en permanence. Enfin, bref, c'est vraiment des trucs à la con. Mais c'est vrai que c'est très drôle, hein. Oui, non, mais forcément, quand on le raconte, forcément, c'est moins bien. Non, mais, voilà, enfin, bref, moi, je suis toujours client de l'humour des inconnus. Ça, pour certains, comme Logan, ça paraîtra vieux et daté. Pour moi, ça sera toujours plus drôle que mais non, c'est pas vieux et daté. Moi, j'adore les trois frères, c'est pas le souci. Mais là, c'est un film afrique. Alors oui, je serais mauvaise foi si je disais pas, j'ai pas rigolé 2-3 fois, mais putain, 2-3 fois. Tu préfères les comédies, non, mais honnêtement, tu préfères les comédies avec Danny Boone, Franck Dubosc, Gad Elmaleh. Je m'en bats les couilles. Mais est-ce que tu crois franchement que j'ai une gueule à aller voir les films de Danny Boone, Gad Elmaleh ou Franck Dubosc? Je m'en bats les couilles. Tu les as vus, ces comédies-là? Mais même pas, je vais voir ça, même pas, je vais rentrer en salle pour aller voir ça, je m'en fous. Ça, c'est un bon sujet. Tu me parles, pour vendre ton truc, t'es en train de me comparer le truc infâme, Désolé, Trois Frères le Retour, c'est pas infâme. C'est pas infâme. Pour te dire, je déteste, par exemple, pour te citer un autre film comme ça, fait soi-disant pour faire du fric, c'est Les Bronzés 3. Pour moi, je trouve que le film est une merde absolue. Et là, bizarrement, celui-là, je le trouve honnête. Je dis pas que c'est une grande comédie, je le trouve déjà mieux que Les Rois Mages. Déjà parce que Les Rois Mages, non mais pour te dire que je suis pas de mauvaise foi, c'est que j'ai détesté Les Rois Mages. Et celui-là, je l'ai bien aimé. Donc, tu vois, tu peux pas me faire. Il y avait eu pire, hein, quand même. Hein. Il y avait eu pire. L'extraterrestre, pour moi, c'est. L'extraterrestre. L'extraterrestre, c'est le niveau 0, ça. Mais. Ah, faut le voir quand même. Oui. Un jour ou l'autre dans ta vie, faut que tu l'aies vu. J'ai toujours évité celui-là. Continue de l'éviter. Si, faut le voir, mais pas tout seul, tu vois. Par exemple, enfin bon. Non, mais campant avec sa coupe d'Iroquois qui se fait passer pour un alien, une sorte de cyborg, là. Putain, mais c'est horrible ce truc. On dirait une comédie des années 70, quoi. Enfin, la tête de Campan là-dedans, non mais. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant comme truc. Enfin bref, pour revenir aux Trois Frères, non, franchement, moi j'ai trouvé le film. J'ai trouvé. Comme film. Non mais je sais pas, moi j'ai l'impression de revoir, tu sais, c'est des petits vieux qu'on fait sortir de la maison de retraite, on leur annonce qu'ils ont un cancer ou je sais pas quoi, tu sais, ils font le tour des émissions de télé, tu sais, pour faire, on va bientôt mourir, faites-nous nos adieux, ou je sais pas quoi, mais on a l'impression qu'ils refont exactement le même film en pas drôle. Moi je sais pas, il y a plein de passages forcés, putain, le passage où ils sont drogués, où ils C'est quoi le rapport avec les cancéreux? Non, parce que t'as l'impression, tu sais, qu'ils vont mourir, tu sais, t'as l'impression qu'il faut leur faire un dernier hommage, un dernier tour de piste, tu sais, ils font les plateaux télé, tu sais, genre, ouais, rappelez-vous comment ils étaient marrants, regardez-les, tu sais, ça fait de la peine, quoi. T'as envie de les ramener à l'os, qui sait, les prendre par la main, leur faire, allez, c'est fini, on retourne maintenant. Complètement foireuse. Honnêtement, ouais, moi, quand j'avais vu l'émission spéciale qu'ils avaient fait sur France 2, là, en décembre, j'avais envie de me tirer une balle dans la tête. Elie Semoun refaire le sketch des chasseurs, non, mais attends. Et,
vous êtes malades, les gars. Vous voulez les foutre dans la tombe, les inconnus. Vous voulez les tuer. C'est pas possible. Non, faut pas confondre la promo et le film en lui-même. Tu vois. Moi, je te rappelle du film, y a pas de souci. Mais non, mais même le film, franchement, ils refont toutes les scènes à l'identique des trois frères. Alors vas-y, on avait une scène de télé dans les trois frères. Allez, on refait une scène de télé là, c'était pas drôle. On avait une scène de drogué. Vas-y, allez, on refait une scène de drogué. La scène des drogués, effectivement, là, elle est pas drôle. Ils font un jeu tranquille. Elle fait de la peine. Tu vois les acteurs qui sont en train de se forcer à jouer les drogués. Ça fait de la peine. Et c'est pour dire que le film il t'a piqué ton goûter là. Est-ce que t'as piqué ça? Je te reprends ton expression, les gars, parce que je l'aime bien. Non, mais c'est vrai, je veux dire, allez, il y a pas des gags forcément qui fonctionnent moins bien. Après, comme dit, le rire, c'est un truc que tu comprends pas. C'est soit tu trouves ça drôle, soit tu trouves pas ça drôle. Moi, en l'occurrence, je trouve que les inconnus, ils sont certes plus haut niveau de ce Ouais, mais Jed, toi, tu trouves tout drôle. Mais n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai pas rigolé devant Robocop, par exemple. Et toi, de toute façon, Scalp, tu ris devant rien, toi. T'es fort en toi. Tu crois déjà que t'es à la fin de ta vie, là. Oui, mais les mêmes personnes, c'est quoi, Woody Allen. Maintenant, il me fait rire, Woody Allen. Ouais, moi, il me fait rire, les jaunes. Bon, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer à Mea Culpa et c'est Scalp qui va nous en parler. Tu n'y arriveras pas tout seul. On va se les faire tous les deux, comme avant. Cache-toi, cache-toi! Aujourd'hui, on dirait pas, mais je peux t'assurer que ton père, c'était un grand flic. Pourquoi il était en prison? Alors, Mea Culpa de Fred Cavaillé, la dernière production Europa. Ah non mince, on me dit dans l'oreillette que c'est pas du Europa. Pourtant, ça a le goût, la couleur, c'est tout du Europa, mais vu que c'est Fred Cavaillé, c'est mieux. Ça a un côté légitime, donc on crache pas dessus. Alors que formellement et scénaristiquement, c'est ni plus ni moins que Taken, From Paris with Love, enfin tout ce que Europa fait. Bah Cavaillé il le fait, mais pareil. Donc qu'est-ce qu'on a? Checklist à la Logan. On a des méchants qui viennent des pays de l'Est. Pourquoi? Parce que Luc Besson il a dit un jour que c'était bien les pays de l'Est, donc on a des méchants qui viennent des pays de l'Est. Et à quoi sont-ils caractérisés? Donc ils sont moches, chauves et ils parlent un langage qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'ils sont des bons en cuir? Oui. C'est important. Donc par contre, on ne sait pas s'ils sont albanais, estoniens, tchétchènes. C'est des pays de l'Est, c'est tout. C'est comme ça parce que Luc Besson a décidé que c'était comme ça. Ensuite, il nous faut une pute qui a un rôle dans le film. Il y en a une. Ensuite, il nous faut des grosses voitures. Donc en général, c'est plus une Audi, mais là, a priori, Cavaillé, il n'a pas le budget de Europa, donc il n'a pas d'Audi. Mais c'est pas grave, on a une grosse voiture, très bien. Après, il faut des acteurs qui ne savent pas jouer. Ça, on a aussi. Donc ici, ça fait 2 films que c'est Gilles Lelouch qui s'y colle. Alors Gilles Lelouch, en termes d'acting, c'est un peu ce qu'on a de mieux en France, hein, parce qu'il a atteint un niveau. Bah déjà, lui, il croit que être bon acteur, c'est courir. Donc là, je peux vous dire qu'il est prêt pour les Jeux Olympiques avec tout ce qu'il a couru en 2 films. Sauf que ça suffit pas courir, faut aussi des fois réciter ses textes, et puis dès qu'il récite son texte, bah c'est catastrophe, quoi. On n'y croit pas une seule seconde, et puis donc du coup il doit être atteint d'une maladie. Il a contaminé Vincent Lindon, qui en général est pas trop mauvais comme acteur. Ici, il est au bout du rouleau, quoi, comme son personnage, on n'y croit pas une seule seconde, il joue pas. Donc le meilleur acteur du film, c'est un chauve qui joue le chef des Estoniens. Je vais dire que c'est des Estoniens. Il est marrant, lui. Il a la meilleure scène du film, à savoir, il pose un coup de tête à une contrôleuse SNCF. C'est un peu le rêve de tout le monde, je pense. Et cette scène, c'est la meilleure du film. C'est pour vous dire le niveau du reste. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est, Cavaillé, ça fait 3 fois qu'il fait le même film. Donc, après avoir sauvé sa femme enceinte, il s'est dit que là, ça serait dur de trouver un truc avec la femme, donc on a le gamin. Donc, c'est une partie de cache-cache, parce que, à quoi faire des scènes d'action, ça sert à rien. Donc on a un gamin qui va jouer à cache-cache pendant 1h30. Bon, j'exagère un peu, des fois ça mitraille un peu, mais voilà, c'est ça. Pour Cavaillé, une scène d'action, c'est courir et se cacher. Enfin, ma foi, si c'est ça l'avenir du cinéma français en termes d'action, je préfère arrêter tout de suite de regarder des films français. Ce sera plus simple. Parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est pas ça. Tu rythmes pas un film en les faisant courir tes personnages. Donc en plus, on nous prend pour des Mongols à peu près 45 fois dans le film. Donc on a un gamin de 8 ans qui court.
et les gars derrière n'arrivent pas à le rattraper. Ouais, c'est logique, hein. Il a 8 ans, il court à 2 à l'heure, l'autre derrière, il turbine, mais il le rattrape pas. Peut-être que dans les pays de l'Est, ils savent pas courir, je sais pas. Il y a un truc avec ça. Donc, faut savoir c'est un gang très dangereux. Vraiment, mais vraiment très très dangereux. Ils sont là pour prendre le trafic sur la Côte d'Azur. Ils sont nombreux aussi. Ils sont environ 4. Ce qui pour un gang est plutôt pas mal. Et à 4, ils arrivent à foutre un bordel pas possible, quoi. Là, au moins, chez Besson, on aurait eu 25 Albanais. Au moins quelque chose pour que ça défouraille. Bah non, ici, chez Cavalier, ils sont 4. Donc, on a vite fait le tour. Et ils sont très intelligents, à savoir que quand on a un témoin à abattre, la meilleure chose à faire, c'est pour passer inaperçu, pour pas se faire attraper par les flics, c'est d'essayer d'aller le buter devant chez les flics. Tant qu'à faire. Donc, on a une scène surréaliste où les 2 Albanais arrivent au commissariat, devant le commissariat pour buter le gamin. Je sais pas, à aucun moment, quand ils ont écrit ça, ils se sont dit c'est ridicule. Non, sûrement pas. Et en plus, ça continue comme ça, parce que après, il y a une scène dans une boîte de nuit où les flics arrivent, les 2 flics là qui vont faire leur merde, qu'on s'en bat les couilles. T'as un Albanais qui doit être le plus intelligent du groupe, qui les voit, et il s'est dit, ils sont toujours là incognito, hein, les gars, ils essayent de faire leur business. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort la mitraillette en plein milieu de la boîte de nuit, et puis il tire dans le tas. À ce niveau-là, quand t'enchaînes les 2 scènes, tu te dis, qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver de pire? Il va réussir à trouver quelque chose de pire. Moi, je pense que Cavalier mérite le respect, parce que réussir à faire encore plus pourri que ces 2 séquences qui sortent de nulle part, il réussit. Donc, c'est les 2 flics, on sent qu'ils sont très potes, il y a une histoire entre eux, mais Cavalier s'est dit ça sert à rien d'écrire là-dessus, on va pas faire de scène entre eux, donc on a une ligne de dialogue à un moment qui est censée nous mettre la puce à l'oreille, mais vraiment juste une, c'est pas 2, 3, 4, non c'est une. Et donc à la fin, t'apprends un truc qui doit normalement te remettre tout le film en perspective, mais non, c'est complètement débile. J'ai rien contre les twists, hein, parce que moi j'ai adoré le twist de Insaisissable, mais celui-là, je sais pas, c'est à aucun moment il y en a un qui dans le film ils se sont dit on peut pas faire ce twist, ça rime à rien, ça change rien au film, ça apporte aucune nouvelle lecture, ça apporte aucune profondeur au personnage, ça change pas la vision. Non, personne, ils ont tous dit que ça devait être bien, que c'était une bonne idée. Ma foi, c'est une bonne idée. Donc je vais pas le spoiler parce que ce serait méchant de ma part. Donc je vais quand même me dire un truc bien sur le film. Pendant 3 minutes, j'ai cru que ça allait être bien, à savoir qu'il y a une super baston dans une voiture. Mais vraiment, une super scène où tu te dis, ah ouais, quand même, Cavalier, des fois, il sait faire un truc. Mais ce sera la seule bonne scène du film. Le reste, c'est une partie de cache-cache dans un train SNCF et des Albanais qui courent. Mais ils ont des bonnes têtes, les Albanais, quand même. Donc voilà, mea culpa, c'est Taken sans Liam Neeson, donc c'est nul. À qui le bouge? Je dis que j'ai rien inventé. Non, pour le coup, t'as plutôt raison. Ça se prend à mon goût. Le gros problème, en fait, c'est que chez Europa, dans leur meilleur, hein, parce qu'ils font beaucoup de merde, mais par exemple Taken, qui est certainement le meilleur film qui est sorti de cette usine à films surréalistes. On sent qu'il y a un côté très premier degré, mais qu'en même temps, ça se prend pas du tout au sérieux. Enfin, je sais pas, il y a un truc tellement what the fuck que c'est bien rigolo. Alors que là, ça se prend très au sérieux. C'est ça qui est dérangeant. Parce que encore toutes les incohérences que t'as soulevées, ça serait dans un truc à la cool, genre From Paris with Love, j'en rigolerais plus qu'autre chose. Mais là, au bout de la 15e incohérence ou du truc où tu te dis ouais non mais bon c'est quand même pas possible, puis ces mecs qui courent pendant 50 minutes t'en as un peu marre quoi. C'est moi déjà que j'aime pas trop Jason Bourne, mais sauf que là en plus ce que ça raconte c'est pas intéressant, donc c'est ça. Puis la dernière partie, la partie dans le train, moi perso je préfère Piège à grande vitesse, hein. Non mais c'est plus fun, hein. C'est plus fun. Là, il y a un côté, non, ça se coud dans tous les, enfin, c'est lisible, mais moi, c'est ce que j'aime pas, quoi. C'est la mise en scène, c'est des plans hyper cut, ça me saoule à force, ce genre de truc. C'est des plans d'une demi-seconde, c'est pas trop shaky. De ce côté-là, je trouve qu'il gère plutôt bien. Mais putain, j'en ai marre de ces films où ça arrête pas, on pose pas les persos, on ne pose rien, ça court. Ça raconte que dalle. On essaye de te coller des traumas avec un twist de fou, enfin un truc. En plus, comme tu dis, c'est le problème, c'est que ça remet rien en perspective. C'est-à-dire que à part te faire dire putain finalement c'était une pute le perso de Gilles Lelouch, c'est tout ce que ça remet en question finalement. Mais c'est là où c'est mal écrit, où
c'est facile de dire mal écrit, mais là, tu vois un twist qui te fait comprendre que le personnage principal c'est un enculé, sauf que t'as rien pendant tout le film qui peut t'aiguiller sur ça. Enfin, c'est balancé comme ça à la fin. En 30 secondes, tu vois une info et tu te dis ouais, d'accord, l'utilité. En lui-même, si on nous aurait préparé à ce putain de twist, on aurait eu des indices ou des trucs qui font que tu dis bah d'accord, pourquoi pas. Mais là, c'est tellement gratuit. Alors peut-être qu'il faut surinterpréter. Non, mais au bout d'un moment, surinterpréter. Et là, c'est super mal écrit. Il faut arrêter de se toucher la nouille parce que Fred Cavaillé, il est sympa. Non, Fred Cavaillé, il est peut-être sympa, mais ses films, ça vaut pas mieux que n'importe quel prod au repas. Et comme tu l'as dit, au moins les prods de repas, ça se prend pas trop au sérieux, parce que là, ouais, ça se prend au sérieux, là. Là, le gars, c'est bon, quoi. T'es pas Verneuil, hein, t'es pas Boisset, non, t'es juste Fred Cavaillé, un gars qui est pas trop doué avec une caméra, qui vaut pas mieux que Pierre Morel. Donc voilà, le Bombcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. On parlera entre autres de la grande aventure Lego, du crocodile du Botsanga, de Only Lover Left Alive, de Three Days to Kill, d'un été à Osage County et de The Grand Budapest Hotel. On parlera également un petit peu de Billy Wilder à l'occasion de la sortie en Blu-ray de Fedora chez Carlotta. Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur le site de l'émission. Concernant la rétro Ringolam qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, elle arrivera très prochainement, dès la semaine prochaine, dans une émission bonus. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Salut. Salut. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. You're still here? It's over. Go home. Go.